Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va reparler de Didier Raoult et de ses opinions sur la théorie de l'évolution. On avait déjà parlé de son précédent livre, Dépasser Darwin, et donc il vient d'en sortir un nouveau, Homo Chaoticus, Révolution dans l'évolution, qui est tout aussi critique à propos de la théorie de Darwin. Alors je vais pas parler du livre pour l'instant puisque je l'ai pas encore lu, mais je le lirai et s'il est suffisamment intéressant pour que j'en parle, eh bien j'en ferai une petite critique comme j'avais fait pour Dépasser Darwin. Pour l'instant, je vais me focaliser sur cette vidéo qui est une interview du professeur Raoult où il parle entre autres choses de son livre. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée parce que Didier Raoult il tient des propos très durs, voire même des insultes, à propos de des paléontologues et de la paléontologie en général. Et évidemment, comme il critique Darwin, il en profite pour caser quelques tacles aussi sur la paléontologie. Donc c'est une vidéo qu'on m'a envoyée pour évidemment que j'en fasse un commentaire. Donc voici le commentaire en question. J'ai essayé d'être le plus juste et le plus charitable possible, mais vous imaginez bien que ça a été quand même relativement difficile. Voilà, bon visionnage. Donc c'est parti, je regarde la vidéo avec le son en vitesse x2 parce que Dr Raoult parle vraiment très lentement. À la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir le professeur Raoult. Bonjour professeur Raoult. Et merci d'être avec nous. Donc la première vidéo, c'est une vidéo de la chaîne Toxine qui a quasiment 100 000 vues à l'heure actuelle. Vous présentez ce livre Homo Chaoticus, Révolution dans l'évolution chez Michel Lafon et vous revenez notamment dans cet ouvrage sur la théorie de l'évolution de Darwin. Et je vais citer un extrait de votre livre pour commencer justement. Vous dites quoi qu'il en soit, la théorie darwinienne est devenue un phénomène de religion, typique de la tendance humaine à l'idolâtrie. On va revenir sur cette tendance humaine à l'idolâtrie. Lorsqu'on a commémoré les 150 ans de la théorie de l'évolution de Darwin en 2017, un délire s'est emparé de toute l'Europe. Darwin est devenu un des prophètes de la science. D'ailleurs, vous expliquez que à ce moment-là, vous avez repris son livre L'origine des espèces et donc vous avez commencé à travailler sur le sujet. Quel est ce délire? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors déjà, première chose, extrait du livre, Darwin, c'est devenu un prophète et l'évolution c'est devenu une religion. Deux choses à ce niveau-là. Une première chose, c'est la rhétorique créationniste qui a hélas fait son entrée dans le discours du professeur Raoult. C'est une rhétorique qui est bien connue, celle de pointer du doigt la théorie de l'évolution comme étant devenue une quasi-religion qu'on ne peut plus remettre en question. La théorie de l'évolution est autant une religion que la théorie de la gravité est une religion. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle on ne la remet plus en question, c'est parce que elle a été bombardée à l'époque de sa sortie par les gens qui étaient contre l'évolution, et elle a survécu au bombardement. Donc je veux dire, c'est bon, elle a passé le tir de barrage, la théorie de l'évolution, on a essayé de la débunker de toutes les façons possibles, ça n'a jamais marché, c'est une théorie robuste. Et c'est pour ça qu'on ne la remet plus en question. C'est pas parce que c'est une religion. Et à chaque fois qu'on fait une nouvelle découverte, la théorie de l'évolution est remise en question, en réalité. Rien n'oblige les nouvelles découvertes à s'insérer dans la théorie de l'évolution. Je m'explique. Quand on découvre un nouveau fossile, rien n'oblige ce fossile à être une démonstration de plus de l'évolution. Absolument rien. Pourtant, on n'a toujours pas découvert de fossiles d'êtres humains dans le précambrien. Il y a plein de gens qui travaillent dans les roches du précambrien, des roches qui ont plus de 550 millions d'années. La théorie de l'évolution prévoit qu'il ne doit pas y avoir d'êtres humains dans ces roches, et on n'en trouve pas. Et pourtant, on trouve plein de fossiles dans le précambrien, et chaque nouveau fossile du précambrien pourrait être un crâne d'Homo sapiens moderne, ce qui ferait s'effondrer totalement la théorie de l'évolution. La découverte d'une seule et unique dent d'Homo sapiens dans des roches du précambrien ferait s'effondrer la théorie de l'évolution. Pourtant, des roches dans le précambrien, on en a plein, on découvre des fossiles dedans tous les jours. Chaque jour, la théorie de l'évolution pourrait être contredite par ces fossiles, elle ne l'est jamais. Donc en réalité, même quand je dis que la théorie de l'évolution n'est pas remise en question, en réalité si, elle est tout le temps remise en question. Et pareil, quand on étudie l'ADN, il n'y a aucune raison pour que l'ADN permette de construire des arbres phylogénétiques, et pourtant, c'est ce qu'ils font. C'est ce que fait l'ADN. Et il n'y a aucune raison. Si la théorie de l'évolution est fausse, il n'y aurait aucune raison a priori pour que deux gènes différents aient une histoire similaire. Et pourtant, vous faites des arbres phylogénétiques avec deux gènes différents, ils vous donnent
grosso modo le même arbre. Donc pareil, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle espèce, qu'on séquence le génome et qu'on l'insère dans l'arbre de la vie, il n'y a pas de raison que cette espèce trouve sa place autre que si la théorie de l'évolution est vraie. Mais c'est si et seulement si la théorie de l'évolution est vraie. Idem, découvrez une nouvelle espèce qui ne trouve pas sa place dans l'arbre du vivant, et vous venez de détruire la théorie de l'évolution. C'est simple. Découvrez, quand on a étudié pour la première fois le génome humain, si on avait découvert que le génome humain était fait de d'autres molécules que celles de l'ADN des autres espèces, voilà, au lieu d'avoir ATCG, vous aviez WXYZ, et ben, on aurait découvert que l'être humain avait une origine en dehors des autres espèces, que l'être humain était effectivement issu d'un processus tout à fait spécial, comme le soutiennent certains créationnistes qui ne veulent pas entendre que l'homme est descendant d'un singe. On dit pas du singe parce que le singe ça veut rien dire, mais d'un singe, parce que notre ancêtre en commun avec le chimpanzé était un singe. Donc on aurait eu toutes les raisons de croire que l'être humain ne descendait pas d'un singe si on avait découvert que ses gènes étaient complètement différents voilà, c'était même pas de l'ATCG, comme je disais, si ça avait été complètement différent du reste des êtres vivants, mais c'est pas ça qu'on a découvert. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on était fait de la même matière que tout le reste. Et donc, on est descendant de tout le reste. Exactement. Bref, donc premier aspect, c'est cette rhétorique créationniste de dire la théorie de l'évolution est devenue une religion, qui est déjà fondamentalement très hypocrite venant des créationnistes, puisque si être une religion c'est mal, alors pourquoi être créationniste? Mais bref. Et le deuxième aspect de cette introduction sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'effectivement, après, on a tendance à trop communiquer en évolution autour de Darwin. Donc il y a quand même un phénomène réel autour de l'idolâtrie de Darwin, dans le sens où, oui, c'est à chaque fois qu'on dit est-ce que Darwin avait tort, est-ce que Darwin avait raison, est-ce que on vient de découvrir que Darwin avait dit ci, et Darwin avait dit ça, et Darwin a dit machin, et faut arrêter de revenir à Charles Darwin à chaque fois qu'on parle d'évolution. Charles Darwin, oui, il a été le fondateur de la théorie, mais tout ce qu'a dit Charles Darwin maintenant, c'est vieux, c'est dépassé. Et ça a été dépassé dès la découverte de l'ADN au début des années 1900, et ça a été dépassé encore plus quand on a découvert la génétique des populations dans les années 1920, je crois, et ça a été encore plus dépassé quand on a quand on a découvert les datations au carbone 14 et radiométriques de manière générale ont complètement changé les dates, les séquences géologiques dont Darwin se servait dans son livre. Donc, je veux dire, le livre de Darwin, il a 100 berges, donc c'est pas normal en fait de revenir à chaque fois dessus. Mais encore une fois, c'est un problème de communication, c'est pas un problème de science. Et ça aussi, c'est quelque chose où on va revenir, je pense, pendant cette interview. C'est un problème de communication, à savoir que les scientifiques ne reviennent pas à Darwin sans cesse. Darwin, ça fait longtemps qu'on ne le cite plus, à part pour dire que c'est lui qui a inventé la théorie de l'évolution. Les scientifiques ne s'appuient plus sur les travaux de Darwin. Les travaux de Darwin, ils sont vieux, ils sont trop vieux en fait, ils sont plus à jour et on le sait très bien. Donc ça aussi, il faut bien se rendre compte que ce n'est qu'un problème de communication de la théorie de l'évolution. Les scientifiques, eux, n'ont pas de problème avec l'idolâtrie de Darwin. Il y a que au niveau de la médiation des sciences qu'on a un problème avec Darwin, parce qu'on revient sans cesse à Charles Darwin. Il y a que au niveau encore une fois, de la rhétorique créationniste, parce que la rhétorique créationniste fait à chaque fois tout revenir à Darwin, parce que Darwin c'est facile à débunker, parce que comme je viens de le dire, Darwin c'est vieux et dépassé. Donc la rhétorique créationniste aime beaucoup résumer la théorie de l'évolution à ce qu'a dit Charles Darwin, alors que ce qu'a dit Charles Darwin, ça ne marche plus depuis longtemps, et que tout le monde le sait très bien, mais les créationnistes veulent faire croire que on n'est pas au courant. Voilà. Bref, donc ça, deux choses qu'il faut souligner déjà dès cette introduction. Ça, c'est de la rhétorique. Il y a beaucoup de rhétorique créationniste qui me dérange dans ces propos. Il y a plusieurs choses qui sont mêlées.
c'est une forme de syncrétisme. Vous savez ce que c'est le syncrétisme? C'est un mélange de religions. D'accord. Donc Darwin, contrairement à ce que les gens qui l'idolâtrent ont pensé, n'était pas du tout un athée. C'était un homme très religieux. Il voulait être pasteur. Et on est arrivé à un moment où l'observation, comme toujours, hein, la science est basée sur l'observation, pas sur les hypothèses. Les hypothèses viennent après les observations, elles sont toujours fausses. De toute manière, c'est juste une question de temps. C'est de nouvelles observations qui les rendent fausses. Oui. Et l'observation à ce moment-là, c'était les fossiles. On trouve plein de fossiles dans le monde, et on essaie d'expliquer ce que sont les fossiles. Et il va y avoir au XVIIe siècle, les fossiles. Au XVIIe siècle, il va y avoir deux grandes manières d'évoquer les fossiles. Qu'est-ce que sont les fossiles? Juste pour rebondir, ça peut faire bondir certaines d'entendre que toutes les hypothèses sont fausses. Non, les hypothèses sont... Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont besoin d'être raffinées. C'est ce qui est arrivé avec la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution a eu besoin d'être raffinée après Darwin. Et on n'a fait que la raffiner depuis, mais on l'a jamais totalement exclue, parce que les observations soutiennent très bien l'hypothèse de Darwin, au point que maintenant on appelle ça une théorie, voire même un fait à ce niveau-là. Le fait évolutif, c'est l'observation que il y a évolution, et il y a la théorie qui permet d'expliquer cette évolution. La théorie, c'est finalement le modèle explicatif. Comment est-ce que l'évolution a lieu? On observe l'évolution, mais comment est-ce que l'évolution a lieu? C'est ça la théorie de l'évolution. On essaie de comprendre comment cette évolution a lieu. Donc c'est tout un ensemble d'hypothèses qui vont être plus ou moins réfutées, plus ou moins ajustées, pour arriver à obtenir un modèle à la fin qui reflète ce qui se passe dans le réel, mais qui peut aussi être compris par un cerveau humain. Parce qu'avoir un modèle trop compliqué, ça ne permet pas d'expliquer le réel. Un modèle trop compliqué que les gens n'arrivent pas à comprendre, que les chercheurs n'arrivent pas à comprendre, c'est pas un modèle, c'est juste n'importe quoi, ça ne sert à rien. Les modèles, faut qu'ils soient simples et fortement explicatifs. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. En France, le porte-parole du catastrophisme, c'est Cuvier, qui dit les fossiles sont des espèces disparues sous l'effet de catastrophes. Il va même jusqu'à quantifier le nombre de catastrophes en disant il y a eu 9 catastrophes qui se sont passées, et là aussi c'est déjà du syncrétisme d'une certaine manière, puisqu'on retrouve ça dans les textes des trois grandes religions du livre, avec le Babel, Noé, etc. Et de l'autre côté, revient une partie de la théorie de l'évolution qui avait été oubliée pendant 1500 ans, qui est tout change tout le temps. D'accord. Et le tout change tout le temps, c'est c'était déjà en fait une théorie grecque, mais qui avait complètement été mise de côté parce qu'elle ne correspondait pas aux critères, on va dire, de pensée ou de culture de l'époque. Si vous l'expliquez. Oui, c'est-à-dire que bien parler de philosophie, mais je ne vais pas vous embarquer trop loin. Pour essayer de simplifier la philosophie. Là, quelque chose d'intéressant qui a été dit, l'évolution, c'est tout change tout le temps. Et ça, c'est très bien. Ça, j'aime entendre ça. L'évolution, c'est tout change tout le temps. On peut pas expliquer ça mieux que ça. C'est pas forcément un changement qui est dirigé, l'évolution. Tout le monde pense que l'évolution c'est forcément l'adaptation, c'est pas vrai. Enfin tout le monde, le grand public a tendance à penser que l'évolution c'est forcément de l'adaptation. Non, c'est pas vrai. L'évolution c'est le changement. L'adaptation, c'est la direction qui est donnée à certains de ces changements, une direction qui permet la survie et la reproduction. Ça c'est l'adaptation, et ça c'est ce que la sélection naturelle donne. Mais il y a des changements qui sont non dirigés, notamment l'évolution neutre et la dérive génétique par exemple, qui sont des mécanismes qui sont totalement inclus dans la théorie de l'évolution aujourd'hui, mais qui étaient complètement inconnus de Darwin à l'époque. L'évolution neutre et la dérive génétique, ce ne sont pas des mécanismes que Darwin connaissait à l'époque. Darwin, lui, il a surtout insisté sur la sélection naturelle, donc sur la directionnalité donnée à ces changements. Ce que nous savons de la philosophie grecque, il y avait l'école ionienne, turque si vous voulez. Moi c'est pas étonnant que je reproche de ça, parce que Marseille, vous savez, a été fondée par les ioniens, par les Turcs, grécophones. Et puis les Atticiens, c'est-à-dire ceux qui étaient ceux d'Athènes et du continent grec, et du pays grec. Les Ioniens étaient, ceux qui nous sont les plus connus maintenant sont Héraclite et Démocrite, qui avaient une pensée scientifique qui est très proche de la nôtre actuellement. Et puis, de l'autre côté, il y a Socrate. Mais Socrate, on lui fait dire ce qu'on veut parce qu'il n'a rien écrit. Platon, et puis Aristote. Et ça, c'est ce qui va être cohérent avec finalement la nouvelle religion que va être la chrétienté. C'est-à-dire que, les espèces sont fixes, il n'y a plus d'évolution, alors que Héraclite dit on se baigne jamais deux fois dans les mots, c'est la foudre qui gouverne, c'est-à-dire une vision du chaos et du mouvement permanent, qui est la réalité à laquelle on croit maintenant. Et puis de l'autre côté, il y a Aristote qui dit non, c'est fixe, ça ne bouge pas, c'est la même chose, qui revient à la Genèse, si vous voulez, et qui est donc compatible avec la Genèse. La Genèse prise au premier sens du premier sens non interprété. Oui. Et donc ça va tenir, et donc Aristote va devenir le philosophe de la chrétienté. Voilà. Et donc, ça va tenir jusqu'à la Renaissance. Donc, c'est très très long. Et le reste, malheureusement, va disparaître quasiment. Il ne reste pas grand-chose du reste. Bon, ça, c'est les philosophes et les historiens qui confirmeront ou pas si ce qu'il dit est vrai. 300 pages sur
4 aphorismes d'Héraclite, c'est-à-dire la puissance d'Héraclite intellectuelle, et c'est justement le tournant intellectuel qui va se passer au 19e, celui-là, c'est la découverte à la fois des philosophies orientales et la redécouverte des philosophies ioniennes. Alors, si on reprend dans l'ordre de mon avis, on en est à la découverte des fossiles qui bouleversent un peu quand même ce petit monde. 17e siècle, là, on a Cuvier qui nous dit, bon, ce sont des espèces disparues, boum, il y a eu un chaos, on va dire, et donc, de nouvelles espèces sont apparues. Et puis, il y en avait un deuxième, pour reprendre le fil, qui était plus sur la théorie de l'évolution un peu à la Darwin, qui est Lamarck. Non, Lamarck, c'est plus intelligent, déjà. Lamarck, il a dit quelque chose qui est crédible, que je crois pas, mais qui est crédible, qui est, écoutez, les espèces s'adaptent. Oui. D'accord. Et donc, il y a une adaptation de l'espèce aux conditions de l'écosystème, et cette adaptation va se... Donc là, effectivement, on enfonce le clou, Lamarck, sa théorie est uniquement basée sur les adaptations, en fait, et ça fait partie de ce pourquoi Lamarck, ça fonctionne pas, en fait. C'est parce que Lamarck focus beaucoup trop, en fait, sa théorie ne laisse pas d'espace, on va dire, à autre chose que l'adaptation. La théorie de Darwin, qui parle de sélection naturelle, enfin qui est surtout centrée sur la sélection naturelle, peut être supplémentée par d'autres mécanismes. Alors que la théorie de Lamarck, qui est que l'hérédité des caractères acquis, en gros, qui se base sur l'hérédité des caractères acquis, ne permet pas ce degré de manœuvrabilité. Et c'est aussi pour ça que ça ne marche pas. C'est d'une, parce que l'hérédité des caractères acquis, c'est quelque chose qu'on observe très peu. Ça existe, hein. Il y a l'épigénétique, par exemple. L'épigénétique est un phénomène qui permet l'hérédité de caractères acquis au moins sur quelques générations. Ça veut pas forcément dire que le trait hérité va se maintenir dans la population, mais bref, je vais pas m'arrêter, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais bref, l'hérédité des caractères acquis, ça existe, oui, mais le problème, c'est que ça permet pas une manœuvrabilité autour de tous les cas où il n'y a pas adaptation. C'est-à-dire que, oui, l'hérédité des caractères acquis, ça explique très bien l'adaptation, mais ça n'explique pas tout le reste. Alors qu'avec la Darwin et la sélection naturelle, il suffit de dire, quand il n'y a pas sélection naturelle, il y a autre chose. Parce qu'il y a des fois où la sélection naturelle est juste pas très forte, où il y a une sélection relâchée, on parle de relâchement de la sélection naturelle, des cas où la sélection naturelle va tout simplement ne pas faire effet. Donc Darwin, la théorie de Darwin, permettait cette manœuvrabilité qui a permis d'y rajouter des éléments dessus. Donc bon, on va voir ce qu'il dit sur la théorie de Lamarck, mais je voulais revenir là-dessus puisque c'était pertinent avec le commentaire que j'ai fait avant. Transmettre à la descendance. Et il y a quelques éléments qui ne sont pas faux dans cette pensée. Darwin, lui, il rentre dans un conflit, dans un conflit contre la pensée de Cuvier, qui se passe exactement en même temps que le conflit géologique. Et en géologique, il se passe exactement la même chose. Est-ce que la géographie a évolué par le chaos ou ou graduellement? Et donc, Darwin dit, répète sans arrêt, la nature ne fait pas de saut, ce qui est complètement idiot, la nature passe son temps à faire des sauts. Et, si vous voulez bien entendu, si on reprend maintenant, avec 2 siècles de retard, ce que l'on peut penser des fossiles, bien sûr, c'est Cuvier qui a raison. Il n'y a pas de descendants aux dinosaures, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Les dinosaures... Oula, il y a beaucoup de choses qui se passent là à l'écran. D'abord, alors, je vais pas tout de suite parler du truc sur les dinosaures, c'est quelque chose qui a fait le tour d'internet, il va falloir s'arrêter dessus. Il dit d'abord, la pensée de Darwin est fondamentalement opposée à celle de Cuvier. Donc il explique pas vraiment pourquoi, mais en gros Cuvier c'est le catastrophisme, c'est voilà, il y a eu des grandes révolutions, mais en gros il y a eu des changements, il y a eu des grands changements de faune et de flore, qui pour Cuvier ce sont des changements qui sortent de nulle part. Et c'est comme ça que Cuvier interprétait les changements à travers le registre fossile. Darwin, lui, avec sa théorie, donc il dit non, ces changements qu'on voit dans le registre fossile, ce sont des changements qui sont en réalité dus à l'évolution, qui est un phénomène graduel, mais le registre fossile est plein de trous, et du coup ça a l'air de faire des sauts parce qu'il y a des trous en fait. Et nous on voit pas les trous, si vous voulez, quand il n'y a pas de dépôt de sédiments, il se passe rien, et on passe directement à un étage supérieur où les espèces ont déjà beaucoup évolué, donc on voit des sauts, mais en réalité il y a évolution graduelle derrière. Et ces deux modes de pensée qui ont l'air opposés sont en réalité pas opposés du tout. Comme l'a proposé Stephen Jay Gould, il y a un truc qui s'appelle les équilibres ponctués, qui sont des épisodes d'évolution rapide, en réalité. Donc on est toujours dans du graduel, mais dans du graduel rapide. Donc effectivement, Darwin, lui, défendait bec et ongle du gradualisme lent, que l'évolution était un phénomène fondamentalement lent. Mais encore une fois, Darwin, ça a 100 ans, et depuis, il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet, notamment Stephen Jay Gould, qui a à la fois beaucoup travaillé, mais aussi beaucoup vulgarisé sur la possibilité que l'évolution pouvait aussi aller très très rapidement.
notamment par des petits isolats de population qui conservaient. Donc il y a eu la génétique des populations qui est apparue depuis, notamment. Et cette génétique des populations a permis de montrer que des petites populations isolées, en fait, allaient évoluer très vite parce qu'elles avaient un pool génétique très limité. Et ce pool génétique très limité va permettre la fixation de caractères rares par dérive génétique entre autres, mais aussi avec l'effet de la sélection naturelle par-dessus qui va pousser certains traits extrêmes encore plus loin que leurs extrémités d'origine. Donc oui, Darwin était effectivement gradualiste lent, c'est vrai, mais la théorie de l'évolution depuis a évolué. Depuis, la théorie de l'évolution a changé. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, le bébé étant Darwin et l'eau du bain étant le reste de la théorie de l'évolution. Les dinosaures. Graduellement. Et donc, Darwin répète sans arrêt, la nature ne fait pas de sauts, ce qui est complètement idiot, la nature passe son temps à faire des sauts. Et, si vous voulez, bien entendu, si on reprend maintenant, avec 2 siècles de retard, ce que l'on peut penser des fossiles, bien sûr, c'est Cuvier qui a raison. Il n'y a pas de descendants aux dinosaures, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Les dinosaures ont évolué. Oui, parce que là, d'un coup, vous sortez, il n'y a pas de descendants de dinosaures, donc c'est bon, on se dit, les éléphants, c'est la suite des mammouths, tout ça. En fait, vous dites, c'est pas, il n'y a pas une descendance, une progression. Non, pas du tout. Non, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, bien sûr. Il y a une espèce qui a disparu pour une raison ou pour une autre, mais il y a une quantité d'espèces qui disparaissent. Maintenant, on est en train, alors, on comprend qu'en partie c'est nous qui avons changé l'écosystème, mais on a détruit donc, ouais, c'est une phrase qui a été pas mal sortie de son contexte, je constate. C'est donc évidemment ça a fait bondir pas mal de gens quand Raoult dit il n'y a pas de descendants aux dinosaures. Bon, Didier Raoult, il est microbiologiste, il a pas spécialement à connaître ce qui se passe avec la paléontologie. Ceci étant dit, il prend le parti de s'exprimer publiquement sur un sujet que visiblement il ne maîtrise pas totalement, donc il reste critiquable, je veux dire, quand on s'exprime en public, on s'expose aussi à la critique, c'est le principe du peer reviewing, donc il a été fortement exposé à la critique, en l'occurrence, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce qu'il dit, c'est fondamentalement très faux? Alors, il y a 2 aspects à ce qu'il dit. Le premier, c'est les dinosaures ont disparu sans descendants. Évidemment, tout le monde a sauté sur le fait que les oiseaux sont les descendants des dinosaures, donc les dinosaures n'ont pas disparu. C'est vrai, mais ça reste faux quand même pour la plupart des dinosaures. Faut quand même raison garder sur le sujet. Les sauropodes, ils ont cané sans descendants. Les ornithischiens, ils ont cané sans descendants, et ça inclut quand même les cératopsiens, les hadrosaures, etc. Et l'immense majorité des théropodes ont cané sans descendants. Il n'y a guère que les oiseaux qui étaient déjà des oiseaux à l'époque, et même pas tous les oiseaux, mais juste une toute petite partie des oiseaux qui ont survécu. Donc est-ce que fondamentalement dire les dinosaures se sont éteints sans descendants, c'est faux? Oui, fondamentalement et dans l'absolu c'est faux, mais on est bien d'accord que dans 90% des cas c'est vrai. Là en l'occurrence, le truc c'est, comme je disais, c'est la sortie de contexte. Faut voir que ça fait beaucoup partie de la rhétorique créationniste de sortir les phrases de son contexte, alors tâchons de ne pas nous-mêmes tomber dans ce travers. En tant que défenseur de la théorie de l'évolution, ne tombons pas dans le travers de prendre des propos hors contexte. Peut-être que dans son livre il dit autre chose, peut-être qu'il s'explique plus dans son livre, je me suis même à peu près certain qu'il en reparle dans son livre, puisqu'il y a eu des extraits qui ont leaké, mais là, dans cette interview, ce qu'il dit, les dinosaures ont disparu sans descendants. Il explique ça dans un contexte où il parle des révolutions du globe de Cuvier, où il parle du fait que l'évolution n'est pas toujours graduelle. Donc, et juste quand je dis que les dinosaures ont pas de descendants, vous entendrez qu'il y a des oiseaux qui passent, des oiseaux très bruyants. Le ciel n'est pas content de ce que je suis en train de dire. Non, mais il parle de ça quand même dans un contexte où il parle de Cuvier et dans un contexte où il parle des révolutions du globe, où il parle du fait que l'évolution n'est pas systématiquement graduelle, ce qui est vrai. Ce qui est vrai est totalement intégré à la théorie de l'évolution aujourd'hui. Depuis les années 80 et depuis que le père et le fils Alvarez ont démontré qu'il y a un gros caillou qui est tombé sur la tronche des dinosaures, le catastrophisme a refait son entrée dans la théorie de l'évolution. Mais avant les années 80, le catastrophisme, on s'en moquait un petit peu quand même. Bon, ça c'est quelque chose qu'explique notamment Stephen Jay Gould, c'est que avant les années 80, avant le père et le fils Alvarez et leur météorite de Chicxulub, on n'avait pas le catastrophisme avait complètement disparu et on était 100% gradualiste. Donc en effet, la disparition des dinosaures est un événement qui a été démontré comme catastrophique par
par le père et le fils Alvarez dans les années 80, au début des années 80, et ça a refait rentrer le catastrophisme dans la théorie de l'évolution. Et donc c'est bien à ça que Didier Raoult fait référence dans cette phrase-là. Je ne sais pas ce qu'il dit dans le livre, mais je ne suis pas là pour commenter ce qu'il dit dans le livre, je commente les vidéos qu'on m'envoie. Là, dans son contexte, dans son jus, cette phrase est pertinente. Mais effectivement, avec ce petit grain de sable dans le rouage, mais un tout petit grain de sable dans le rouage, que oui, les oiseaux restent des dinosaures. Ils sont génétiquement des dinosaures, donc il y a pas, on peut pas dire que les dinosaures ont totalement disparu. Mais il y a eu effectivement un grand événement d'extinction qui était catastrophique et qui a balayé la plupart des dinosaures. La grande majorité, l'extrême majorité des dinosaures. Les hommes ont détruit 90% des espèces vivantes. Donc il y a eu puis les glaciers, les périodes de glaciation, il y a des animaux qui n'étaient pas adaptés aux glaciations. Un des éléments les plus troublants dont je parle, c'est celui de la disparition des équidés, des chevaux. Les équidés se sont développés en Amérique. Donc il y avait 8 ou 9 espèces d'équidés différentes qui ont migré, en particulier à l'époque où il y avait une porosité entre l'Amérique et l'Asie. C'est vrai. Les équidés sont originaires d'Amérique du Nord. Ils ont migré, et puis il s'est passé quelque chose, tous les équidés sont morts en Amérique. Tous, catastrophe. Ça c'est une vraie catastrophe, c'est un chaos, c'est pas une évolution du tout. Et si vous dites que c'est la sélection. Donc encore une phrase, effectivement, qui a été sortie de son jus. Donc tous les équidés sont morts, catastrophe. Donc une fois de plus, il est dans un contexte où il essaye d'expliquer que la catastrophe fait partie de l'évolution. Et effectivement, les équidés qui disparaissent d'Amérique du Nord, comme je l'ai dit moi-même dans mes cours, voir les équidés disparaître d'Amérique du Nord, ce serait comme voir Homo sapiens disparaître d'Afrique. Parce que c'est le berceau, c'est l'origine, et soudainement, paf, tu vois Homo sapiens disparaître d'Afrique, tu fais waouh, c'est tout un pan de la diversité génétique, alors des équidés là qui a disparu. L'événement a-t-il été réellement catastrophique? Après, c'est débattable, mais on est encore à l'heure actuelle en train d'essayer de comprendre si c'était effectivement l'arrivée d'Homo sapiens il y a 10 000 ans en Amérique du Nord ou la fin des glaciations qui a réellement causé l'extinction des équidés en Amérique du Nord il y a 10 000 ans, enfin autour de 10 000 ans. Le consensus étant que globalement c'est les deux. Je veux dire, il y a une certaine quantité de changements dans l'environnement auquel un vertébré de grande taille peut s'adapter, parce que les vertébrés de grande taille évoluent relativement lentement, parce qu'ils ont un temps de génération relativement long, hein. Le temps entre chaque génération est relativement long, entre 2 générations de chevaux. Donc ils évoluent relativement lentement, du fait de leur taille et de leur faible fécondité. Et donc il y a une certaine quantité de changements, il y a un seuil, on va dire, de changements qu'un vertébré de grande taille est pas capable de tanker. Et les équidés ont largement dépassé ce seuil quand la fin de la dernière glaciation plus l'arrivée d'Homo sapiens leur est tombée sur le coin de la mouille à l'époque. Ceci étant dit, ça n'a été le cas qu'en Amérique du Nord. Dans les climats plus tempérés, les équidés ont survécu. À rajouter peut-être à la discussion de l'aspect catastrophique, en Amérique du Nord, il y a effectivement la fonte des glaciers a déclenché à plusieurs endroits de grandes inondations. Les créationnistes adorent ça, parce qu'évidemment des grandes inondations, ça fait le kiki des créationnistes tout dur. Mais il y a eu des immenses inondations qui ont été provoquées en fait par il y a eu des barrages naturels faits par les glaciers qui retenaient des immenses quantités d'eau, et évidemment quand ces glaciers ont commencé à disparaître, ces immenses quantités d'eau ont été relâchées dans les rivières, et ça a provoqué de grandes catastrophes à base d'inondations, et ça rajoute un aspect catastrophique à la chose. Mais globalement, si vous aviez vécu à l'époque, ce changement climatique aurait pas été plus soudain et catastrophique que ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle au niveau changement climatique. Et même en réalité, tout porte à croire que le changement climatique qu'on est en train de vivre maintenant est beaucoup plus soudain et catastrophique que ce qui s'est passé à l'époque, il y a 10 000 ans. Donc l'aspect catastrophique, il n'est catastrophique qu'à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire que ça a été assez rapide au niveau des temps géologiques, mais si vous aviez vécu à l'époque, vous seriez probablement passé par-dessus. Et au bout d'un moment, vous seriez réveillé en vous disant « attends, il y avait de la glace ici, il y a une quinzaine d'années, là. Elle est où, la glace ?» Voilà. Mais bon, bref.
C'est juste pour ça. Donc c'est pas, une fois de plus, dans le contexte de ce qu'il essaye d'expliquer, c'est pas faux. Et une fois de plus, on est sur un format court, donc sur un format qui permet pas trop non plus de s'étaler en longueur sur les explications. Naturel, ça veut dire que Ils sont pas adaptés à ce... ils sont pas adaptés à l'Amérique, mais il a suffi de mettre quelques couples de chevaux espagnols pour que vous ayez l'impression qu'il y a toujours eu des chevaux, c'est-à-dire ce qui est complètement faux. Mais il est resté que 2 sur les 8, il y en a que 2 qui ont sur. Alors, c'est pas de la sélection naturelle, dit-il. C'est pas de la sélection naturelle, bah si en fait. Lui, ce qu'il défend une fois de plus, c'est que c'est l'aspect catastrophique de la chose, qui n'est catastrophique encore une fois que à l'échelle des temps géologiques, et que c'est pas de la sélection naturelle. Alors, son argument pour dire que c'est pas de la sélection naturelle, c'est que quand on a réimporté des chevaux en Amérique du Nord, les chevaux se sont très bien adaptés. Donc, ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, c'est une anomalie. En gros, c'est ça le raisonnement. Si les chevaux pouvaient vivre avant, si les chevaux pouvaient vivre après, alors la raison pour laquelle ils sont morts pendant l'événement catastrophique est une anomalie. Et donc il utilise ça comme argument pour dire que c'est pas de la sélection naturelle. Bah si, c'est de la sélection naturelle, et comme je disais, la sélection naturelle a fait pression, mais la pression était trop forte, parce qu'il y a eu 2 grands changements majeurs, un changement climatique majeur, la fin des glaciations, et un changement environnemental majeur, l'arrivée d'Homo sapiens, donc l'arrivée d'un nouveau prédateur. D'un nouveau prédateur qui en plus a la fâcheuse tendance de foutre le feu un peu partout où il passe. Donc c'est à la fois un prédateur, mais en plus un modificateur de l'environnement, en plus déjà du changement climatique en question. Donc ça a juste dépassé un seuil en fait de tolérance, et les chevaux ont disparu. Et une fois ce changement accompli, une fois la transition passée, bah quand vous remettez des chevaux dans l'environnement, les chevaux sont de nouveau à l'aise parce que le climat est de nouveau stable et tempéré, et l'être humain n'est plus en train de changer l'environnement puisque l'environnement a déjà été anthropisé. Donc l'environnement est de nouveau stable. Vécu, le zèbre et le cheval, qui sont venus dans l'ancien monde, et qui sont les 2 seuls qui restent, les autres ont disparu, complètement. Et on sait pas pourquoi ils ont disparu. Donc il y a pas, ceux qui sont restés n'étaient pas plus évolués, n'étaient pas plus... Bon, l'affirmation, on ne sait pas pourquoi ils ont disparu, on a quand même des idées. Les catastrophes que l'on connaît, et qu'on est capable d'identifier, c'est les massacres, y compris chez les hommes, bien sûr, c'est vrai chez les hommes aussi, hein, les massacres, les gens qui venaient de l'Est d'ailleurs, les massacres, alors soit les barbares de l'Est, soit les pirates, ça a détruit les civilisations entières, toutes les civilisations urbaines ont disparu quand même, toutes, hein, donc de On va manière revenir parce que c'est un peu aussi votre conclusion, la fin de la civilisation urbaine, en tout cas la mise en danger de la civilisation urbaine, on va revenir sur ce et puis les maladies, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que quelque chose qu'on sait parce que c'est récent et parce qu'on a identifié le microbe, c'est Donc, et voilà le mot-clé, les maladies. Donc là où il veut en venir, avec ces explications-là, en fait, c'est que l'évolution, c'est une série de catastrophes pour lui. Donc il en revient à un catastrophisme, on va dire. C'est une évolution entre guillemets catastrophique. Je sais pas comment on pourrait dire, mais bref, voilà. Donc c'est une évolution qui est ponctuée de catastrophes, ce qui n'est pas faux en soi, hein, puisque je veux dire, une fois de plus, le modèle actuel de la théorie de l'évolution inclut totalement les extinctions de masse. Hein, on est d'accord que personne parmi les évolutionnistes aujourd'hui ne remet en question l'existence d'extinction de masse. Bon, lui, là où il veut en venir, en gros, c'est que l'évolution, c'est ponctué de catastrophes, et les maladies, donc c'est là que son background de microbiologiste va rentrer en scène, hein, c'est les maladies font partie de ces catastrophes. Voilà, c'est tout. C'est le rapport entre... J'essaie de tisser le rapport, c'est un peu décousu, hein, comme au cas où vous auriez... c'est un peu décousu, mais en même temps c'est live, hein, je veux dire, c'est pas préenregistré, enfin c'est pas prescripté, donc c'est difficile de suivre un fil quand c'est comme ça, mais c'est un peu décousu, mais j'essaye un peu de vous faire sentir le fil rouge. La peste du Moyen-Âge, ça a tué 50% de la population européenne. C'est énorme. Un autre germe aurait pu en tuer 100%. Enfin, on sait que les catastrophes existent. Ça on sait que c'est vrai. L'évolution, personne ne la connaît. Il me semble que c'est que 30%, mais bon, c'est que des chiffres. C'est-à-dire, vous pouvez créer des grands chiens, des petits chiens, en remodelant par vous-même, ou des chats tigrés, ou des chats noirs. Ça, l'humain peut manipuler les animaux pour en faire des sous-espèces. Mais la création d'espèces en soi, et puis je vais vous dire... Oui, mais vous allez venir dessus. Juste avant, pour continuer de rester un petit peu sur Darwin, avant qu'on aille sur ce que vous faites, ce que vous avancez, vous. C'est con, parce qu'il allait dire un truc intéressant, mais elle l'a interrompu. La création d'espèces en soi, et... Donc il allait balancer un mécanisme de spéciation qu'on ne connaissait pas. Allez, mais bon. L'affirmation, pareil, toutes les civilisations se sont éteintes à cause d'épidémies, a fait beaucoup réagir, puisque c'est évidemment un peu abusé comme façon de présenter les choses, hein.
La civilisation romaine n'a pas disparu du tout, en fait. La civilisation romaine, c'est nous. Hein. Nous sommes, on parle encore, quand je dis nous, je parle des Français en particulier, hein, mais les Français, les Italiens, les Espagnols, on parle encore une langue latine. On a encore un système politique à base de république, comme la République romaine. On a encore un système tout notre système politique est complètement hérité de l'Empire romain. Tout notre système, notre façon de penser les relations internationales est héritée de l'Empire romain. Toute notre façon de penser la géographie est héritée de l'Empire romain. Enfin, l'Empire romain ne s'est pas effondré, de même que les Égyptiens ne se sont pas effondrés. Ils ont été juste d'abord conquis par les Grecs, puis conquis par les Romains, et je veux dire, ça a juste été incorporé dans des civilisations ultérieures. Alors, il y a des civilisations qui ont complètement disparu, ou en très majeure partie disparu à cause d'épidémies. On pense notamment à la variole et les dégâts, les catastrophes qu'elle a déclenchées en Amérique. Mais c'est un cas assez particulier quand même. Enfin, même si ça a touché beaucoup de civilisations, ça reste un cas particulier d'une maladie contre lesquelles les Américains n'avaient pas d'immunité. Donc ça reste quand même un cas assez particulier où on arrive quand même à bien pointer du doigt la chaîne de causes et de conséquences. Les San, c'est ce qu'on appelle les Bushmen. Enfin, c'est le terme un peu insultant pour parler des San, c'est les Bushmen. Mais les Bushmen, il y a des parties de cette civilisation qui ont complètement disparu. Les Khoikhoi, ce qu'on appelait autrefois les Hottentotes. Il y a les Xam aussi, qui ont complètement disparu, qui ont rien laissé réellement derrière eux. Mais c'est pas des épidémies dans ce cas-là. Là, on sait clairement que c'est des massacres. Il y a une partie est explicable par des épidémies, mais la plus grosse partie est explicable par des massacres. Dire que toutes les civilisations disparaissent à cause d'épidémies, ça c'est abusé, mais tout le monde s'en est rendu compte. Et une fois de plus, on peut mettre ça sur le compte un peu du live. En tout cas, on va être charitable et mettre ça sur le compte du fait que c'est live. Bien que, une fois de plus, ça se trouve, il le dit dans son bouquin. Darwin, c'est intéressant parce que quand même vous balayez beaucoup de choses que même nous on a pu apprendre à l'école. Donc on descend pas du singe. Non, le singe c'est une branche différente de nous. Non mais c'est quand même bien de le dire parce que enfin, il y en a encore beaucoup qui énoncent ce genre d'éléments. Non mais c'est une branche différente de nous, mais comme les gens disent que les oiseaux descendent des dinosaures, c'est idiot. Il y a une origine, il y a un certain nombre de gènes qui sont en commun. Bien entendu, on n'a pas du tout le même pool de gènes, sinon les oiseaux seraient des dinosaures, c'est idiot. Et sur l'évolution de l'homme, vous-même vous dites là, ce qu'on a fait, c'était progression. Bon bah c'est là qu'il y a là il y a dinguerie. Juste au moment où je balance le mot charitable, là il y a dinguerie. Et merde. Juste au moment où j'étais en train de dire il faut être un peu charitable et remettre les choses dans leur jus et dans leur contexte et blablabla, et le mec il est en train d'essayer de te donner une leçon de non mais ça faut pas sortir les trucs de son contexte, c'est exactement ce que font les créationnistes, et juste derrière il prend ça, voilà, l'homme descend pas du singe, le singe c'est une branche différente de nous. Bah non, pas du tout. L'homme fait partie des primates. Les singes font partie des primates, et l'homme fait partie des singes comme le reste des singes fait partie des primates. L'homme descend d'un singe. Le singe, ça n'existe pas en fait. Le problème quand on dit l'homme descend du singe, c'est qu'on sous-entend qu'il y a un singe, c'est-à-dire qu'il y a un ancêtre en commun de tous les singes d'un côté, et il y a l'être humain de l'autre. Et c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Phylogénétiquement, il y a les primates. À l'intérieur des primates, il y a le bourgeon des singes, et à l'intérieur du bourgeon des singes, il y a le bourgeon des humains. Nous sommes génétiquement plus proches du chimpanzé, qui est un singe, que le chimpanzé ne l'est du gorille, qui est un autre singe. Le chimpanzé est plus humain que le gorille est proche du chimpanzé, si vous voulez. C'est ça la vérité génétique de notre phylogénie, de notre arbre généalogique. Nous sommes plus proches de certains singes que les singes sont proches les uns des autres. Et du coup, dire qu'il y a d'un côté les singes et de l'autre l'être humain, ça ne marche pas. Génétiquement, ça ne marche pas. Alors après, il y a toujours, une fois de plus, les créationnistes qui vont aller vous dire oui, mais l'être humain il a pas de poils et le machin il a des poils et puis il a un gros cerveau et le machin. C'est des différences mineures. Génétiquement, on est pareil à 99 blablabla %. Selon ce que vous comparez, ça va entre 90 et 99% au niveau des génétiques. Mais bref, c'est
C'est juste ça n'existe pas le singe. Quand on dit l'homme descend du singe ou l'homme ne descend pas du singe, le singe, ça ne veut rien dire. Nous descendons d'un singe. Un singe qui était notre ancêtre en commun avec le chimpanzé, et ce singe lui-même descendait d'un autre singe qui était l'ancêtre en commun de l'humain, du chimpanzé et du gorille, et lui-même descend d'un autre singe qui était l'ancêtre en commun du chimpanzé, du gorille, de l'humain et de l'orang-outan, etc., etc. Le bourgeon humain est un bourgeon à l'intérieur du grand arbre des singes. Ce n'est pas un arbre à part entière qui est parti sur le côté. Donc l'homme ne descend pas du singe, c'est fondamentalement faux comme affirmation parce que le singe n'existe pas. Et en plus, balancer comme ça, et là je vais bien insister dessus, sans contexte, hein, parce que c'est vraiment sorti de nulle part en fait. Enfin bon, après c'est l'intervieweuse qui amène ça sur la table sans transition, donc il fait aussi avec ce qu'il peut, mais lancer comme ça sans contexte, l'homme ne descend pas du singe, c'est fondamentalement de la rhétorique créationniste, une fois de plus. Dire que l'homme ne descend pas du singe, 3 petits points, nous sommes des singes, ça rajoute le contexte, vous voyez. Mais lui, il ne dit pas ça, lui il dit l'homme ne descend pas du singe, blablabla, 3 petits points, ce sont des poules génétiques différents. Alors, il le dit pour les dinosaures, mais il le dit pour les dinosaures et les oiseaux dans cette phrase-là, mais les dinosaures et les oiseaux, ça n'est qu'un sous-exemple qui dérive de la phrase l'homme ne descend pas du singe. Donc dire ce sont des poules génétiques complètement différents, c'est faux. C'est faux. C'est factuellement faux. On a fait des analyses génomiques, ça fait 30 ans qu'on fait des analyses génétiques. Maintenant, on est capable de prendre des génomes tout entiers, c'est-à-dire l'ensemble du pool génétique, de le comparer entre les êtres humains et tous les autres singes, pas seulement les chimpanzés. Je vais me garder de faire des procès d'intention sur ce que essaye d'accomplir cette interview, mais on est bien d'accord que là, c'est une pente glissante. C'est une pente extrêmement glissante. On glisse dans l'anti-science, là. Là, c'est tellement clairement créationniste qu'on glisse vers de l'anti-science. Et puis bah oui, donc dire que là par contre, il est impardonnable. Dire que les oiseaux ne sont pas des dinosaures, c'est totalement faux. Et parce qu'on le sait, parce que on a fait non seulement des analyses anatomiques qui montrent que les dinosaures se sont transformés en oiseaux, et ça, on le sait même depuis l'époque de Charles Darwin, hein, puisque l'origine des espèces c'est 1859 et le premier Archéoptérix, donc le premier chaînon manquant entre les oiseaux et les dinosaures, c'est 1861. Donc je sais plus si c'est la 2e ou la 3e édition de l'origine des espèces de Darwin, avait incorporé le fait que les oiseaux descendaient des dinosaures. Donc c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui est connu et même de l'époque de Charles Darwin. Donc on peut même pas tacler Charles Darwin là-dessus. Charles Darwin était au courant. Bref. Donc dire que les oiseaux sont descendants des dinosaures, enfin dire que les oiseaux ne sont pas descendants des dinosaures, donc c'est faux du point de vue anatomique. L'anatomie des oiseaux et des dinosaures, on a toutes les formes de transition nécessaires pour dire que l'un descend de l'autre, et maintenant on a même des dinosaures à plumes pour démontrer ça, qui sont tous venus pour la plupart des gisements chinois. Mais en plus, on a des analyses basées sur des protéines préservées dans les os des dinosaures qu'on a pu rétro-séquencer, c'est-à-dire qu'on a pu transformer ces séquences de protéines en séquences ADN, les comparer à celles des oiseaux modernes, et on a des arbres phylogénétiques qui montrent que les oiseaux et les dinosaures sont assemblés dans l'arbre phylogénétique. Donc non, ce ne sont pas des poules génétiques différents. Je peux affirmer sans problème, je peux l'affirmer parce qu'on a les analyses ADN, les oiseaux et les dinosaures ne sont pas des poules génétiques différents. Ce sont notamment les travaux de Mary Schweitzer qui ont montré ça. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir sur Google Scholar la bibliographie de Mary Schweitzer.
Non, et comme de Néandertal et tout, c'était n'importe quoi aussi. N'importe quoi, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi la vérité? Ou on connaît pas exactement le... Ouais, la vérité, on la sait jamais. La vérité avec un grand V. Non, mais alors, la paléontologie, si vous voulez, de l'homme, c'est comme Darwin, c'est comme l'évolution. Vous savez, c'est des romans historiques, c'est Jules Verne. Oui. C'est pas... Mais c'est quand même bien de le dire, parce que, enfin, je veux dire, il y en a encore beaucoup qui énoncent ce genre Non, d'éléments. non, mais c'est une branche différente de nous, mais comme les gens disent que les oiseaux descendent des dinosaures, c'est idiot. Il y a une origine, il y a un certain nombre de gènes qui sont en commun. Bien entendu, on n'a pas du tout le même pool de gènes, sinon les oiseaux seraient des dinosaures, c'est idiot. Et sur les Oui, alors les oiseaux sont des dinosaures. Ça s'appelle de la classification phylogénétique. Les oiseaux sont des dinosaures, c'est de la classification phylogénétique et on fait ça depuis Darwin. Depuis Darwin, on essaye de faire en sorte que la classification reflète les liens de parenté. On a décidé que c'était comme ça qu'on ferait de la classification parce que c'est un des moyens les plus stables de le faire. Bon, le mot idiot a été lâché en parlant du travail des paléontologues. Donc à partir de maintenant, on est à 12 minutes 26, je ne garantis plus de rester poli. Voilà. L'évolution de l'homme, vous-même vous dites là, ce qu'on a fait, cette progression avec l'homme de Néandertal et tout, c'était n'importe quoi aussi. N'importe quoi, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi la vérité? Ou on connaît pas exactement le... Ouais, la vérité, on la sait jamais. La vérité avec un grand V. Non, mais alors, la paléontologie, si vous voulez, de l'homme, c'est comme Darwin, c'est comme l'évolution. Vous savez, c'est des romans historiques, c'est Jules Verne. Oui. C'est pareil que Jules Verne. Donc moi, ça m'amusait beaucoup, hein, j'ai entendu C'est le récit national. Oui, c'est un récit, on vous raconte, ils ont des cheveux, les Néandertals, ils étaient un peu plus idiots. Alors, Néandertal était blond aux yeux bleus, vous dites. A priori, c'est ce qu'on pense, et puis surtout, ce dont on s'est rendu compte, vous êtes très... Bon voilà, la paléontologie, c'est un roman national. Alors là... Bon bah là, je crois que j'ai jamais même entendu ça chez les créationnistes en réalité. je crois qu'il y a aucun créationniste qui est allé jusqu'à dire que la paléontologie c'était juste un roman. Parce qu'en fait, les créationnistes eux-mêmes utilisent la paléontologie pour essayer de contre-argumenter la théorie de l'évolution, donc eux-mêmes ne vont pas jusqu'à se tirer une balle dans le pied au point de dire que la paléontologie c'est 100% inventé, c'est 100% de la merde. du moins les créationnistes qui sont pas terre jeune. Vous voyez, les créationnistes terre jeune, eux, ils vont jusqu'à dire que la paléontologie c'est de la merde. Est-ce que c'est glorieux d'en arriver à un point où on utilise des arguments de créationnistes terre jeune, ou au moins une rhétorique de créationniste terre jeune? Je ne pense pas que ce soit glorieux, je ne pense pas que ce soit tout à l'honneur du professeur Raoult ici. C'est un drapeau rouge, c'est un red flag. Soyons charitables. Ceci étant dit, il est vrai que une fois de plus, la communication autour de la paléoanthropologie, puisque là on parle d'évolution humaine, la communication autour de la paléoanthropologie, et c'est quelque chose que j'arrête pas de répéter, mais tout le monde s'en fout, est absolument désastreuse. Les grands médias ne savent pas communiquer la paléoanthropologie, et je pense que même les paléoanthropologues, ou en tout cas une très très grande partie des paléoanthropologues, ne savent pas communiquer leur propre travail. À chaque fois qu'une nouvelle découverte est faite en paléoanthropologie, ça révolutionne la totalité de l'histoire de l'humanité. Alors qu'en fait, non. Il y a rien depuis la découverte, enfin, il y a rien depuis le débunkage de l'homme de Piltdown qui ait révolutionné l'évolution humaine. À chaque fois, on n'a fait que la raffiner. Il y a rien de fondamentalement désastreux qui se soit passé en paléoanthropologie pour justifier que des gens comme Didier Raoult là disent qu'on n'y connaît rien, que c'est un roman. On n'a fait que renforcer l'édifice depuis les années 50. Et cet édifice, il est très clair. On part d'un ancêtre en commun avec le chimpanzé, puis on a une période, on sait pas trop ce qui se passe, mais on a Sahelanthropus à 7,2, 7,3 millions d'années, qui montre que déjà, à 7,3 millions d'années, les êtres humains sont bipèdes, mais qu'ils ont toujours un cerveau similaire à celui des chimpanzés. Puis, on a les australopithèques, enfin, je passe Ardipithecus, Aurorine, etc., directement à l'australopithèque. On passe aux australopithèques, qui sont totalement bipèdes, qui vivent dans une savane, et qui commencent déjà à fabriquer des outils, mais qui ont toujours un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé, puis le cerveau double de taille, et on a le genre Homo, et le pied perd son pouce opposable avec le genre Homo, c'est Homo habilis, c'est Homo erectus, puis le cerveau double encore de taille, et là on atteint les homos du Pléistocène,
à savoir les Néandertals, les Denisova, les Homo sapiens, les Heidelbergensis, etc. Donc le cerveau double encore de taille, on arrive autour de 1400-1600 cm3. La taille du cerveau humain moderne, hein, globalement. Et cette image-là, c'est pas un narratif sorti du cul, ça sort pas de nulle part, ça sort des fossiles. Alors, et c'est un narratif qui a fondamentalement quasiment pas changé depuis les années 50, non pas parce que c'est un dogme, mais parce que chaque découverte de nouveaux fossiles n'est venue que renforcer ce narratif. Alors, à chaque fois, on repousse la date du premier outil un petit peu plus loin, ou la date du premier Homo habilis un petit peu plus loin, ou bien on trouve un Homo naledi qui, au lieu de suivre la ligne droite que je viens de vous tracer là, fait une petite branche à part sur le côté, il va suivre sa propre histoire dans son coin, ou bien on a un Denisova qui vient se rajouter au mix, bien qu'on ne l'ait pas vraiment anticipé, mais pareil, c'est une branche latérale. Donc, on a eu cette idée qui est venue ensuite de la buissonnance, parce que à force de rajouter des branches latérales, on s'est rendu compte qu'il y avait de la buissonnance, mais pareil, cette buissonnance, on la connaît depuis les années 30, puisqu'il y a eu Paranthropus, qui a été découvert dans les années 30, et qui était la branche végane, la branche herbivore des homininés, alors que Australopithecus puis Homo dérivaient plus vers un régime alimentaire généraliste, voire fortement carnivore chez certaines espèces du genre Homo. Donc bref, on a rajouté des branches latérales, mais ces branches latérales ne sont venues que rendre l'arbre plus touffu. On n'a pas planté un nouvel arbre à chaque fois, on n'a pas planté une allée de platanes dans lesquelles les bagnoles venaient se planter comme des demeurés. C'est pas ça qui s'est produit, c'est pas un roman. C'est pas un roman, ce sont des hypothèses ancrées sur des faits, les faits étant les fossiles et le registre archéologique. Là, on a largement passé le mur de la rhétorique créationniste. 13 minutes 10. 13 minutes 10, même les créationnistes terre jeunes commencent à être outrés. Ce dont on s'est rendu compte quand on a commencé à faire de l'analyse génétique humaine, on s'est rendu compte qu'en réalité tous les Indo-Européens étaient un mélange de Néandertal et de Cro-Magnon. Oui. Un mélange plus Je important. pense que tu dois prendre bien la réflexion d'avant là, je vous attends. Et donc ils À quel moment ont je vois les bien. humains les humains de cette partie-là entre 2,5 et 4% de Néandertal. Donc Néandertal n'a pas du tout disparu. Il y a eu une mixité, ils se sont mélangés avec les Cro-Magnons. Et puis il y avait une autre partie des humains qui vient de Sibérie qu'on a appelé Denisova. Et ceux-là, ils peuvent atteindre jusqu'à 15% de la population des Mélanésiens et des Polynésiens. Et donc vous voyez les Mélanésiens, c'est très intéressant parce que les hommes sont simples. Je dis simple, oui, très poli. Les Mélanésiens sont très foncés et donc il y a beaucoup de gens qui pensent. Moi j'ai des scientifiques que je connais qui m'ont dit encore que les Mélanésiens venaient d'Afrique. C'est pour ça qu'ils étaient noirs. C'est vrai qu'ils étaient très foncés. Les Mélanésiens, ça veut dire qu'ils sont noirs. Ils sont plus foncés d'ailleurs, la plupart des Africains foncés. Et en réalité, c'est pas du tout le cas. En réalité, c'est un mélange de Denisova dont on sait pas quelle était la couleur, parce que Denisova, tout ça, ça a été analysé sur un morceau de phalange. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Donc, on a fait un. Et c'est ridicule, mais oui, bien sûr. J'aurais bien aimé qu'il parle de paléontologie sans utiliser les mots ridicule et idiot. ça aurait été sympathique de sa part. Donc là où il essaye d'aller, donc l'idée, j'essaye de comprendre où il essaye d'en venir. Donc encore une fois, on reste charitable, tout ça. Il essaye de démolir donc le narratif de l'évolution humaine que la plupart des gens ont dans leur tête, qui est un narratif qui est sursimplifié, donc très facile à démonter. C'est la stratégie dite de l'homme de paille, hein. On crée un narratif, puis on crée un narratif où on s'appuie sur un narratif qui est simplifié et donc faux, fondamentalement. Toute forme de simplification est forcément fausse, mais une fois de plus, en avocat de la vulgarisation scientifique et de la simplification, je rappelle que plus un modèle est simple et plus il est efficace. Enfin, plus un modèle explicatif est simple, plus il est efficace. Donc simplifier, ce n'est pas grave. Mais là, du coup, il s'appuie sur ce modèle simplifié pour rappeler que dans ce modèle simplifié, il y a des simplifications, donc des erreurs, pour le balayer de la main et amener son propre modèle de l'évolution humaine qui, selon lui, est un modèle qui va être du coup un modèle d'hybridation. Donc essentiellement basé sur l'hybridation. Quel est le problème avec ce modèle ? C'est que l'hybridation explique assez peu. C'est un modèle qui est très peu explicatif. Donc c'est un modèle qui est aussi simple. Dire que l'être humain c'est juste une histoire d'hybridation, c'est un modèle qui est simple, mais c'est un modèle qui explique assez peu de choses. Dans la mesure où, comme il dit, les Mélanésiens, les Polynésiens, ils n'ont que 15-20% de leurs gènes qui sont denisoviens. C'est pas un quart de leurs gènes qui sont denisoviens. Ça veut dire que
en disant que l'histoire humaine des Mélanésiens, des Polynésiens, c'est 15-20% de leurs gènes, bah on passe à côté des 80-85% restants. L'origine africaine de l'être humain, et cette histoire, certes simple et linéaire que je viens de vous raconter, mais basée sur un registre fossile bel et bien existant et bel et bien physique et anthropologique et dont il faut tenir compte, à savoir que bah c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Donc l'hybridation, oui, certes. Et ça c'est d'ailleurs je reviens aussi sur l'idée que ce serait révolutionnaire puisque c'est quand même le sous-titre du livre de Didier Raoult, hein, une révolution dans l'évolution. C'est pas du tout révolutionnaire de dire ça. Ce n'est qu'une continuité de ce qu'on appelait autrefois le modèle multicentrique ou polycentrique. Donc un modèle de l'évolution humaine où il y aurait les blancs viendraient, c'est un modèle qui est fondamentalement raciste du 19e siècle. Les blancs, ils viennent d'Europe et sont descendants de Néandertal. Les jaunes, ils viennent d'Asie et sont descendants d'Homo erectus, de l'homme de Pékin. Et les noirs, ils viennent d'Afrique et ils sont descendants de Homo ergaster. Donc c'est ça le modèle polycentrique. Le modèle polycentrique. Et là, en fait, essayer de donner plus d'importance qu'on en donne habituellement à ces, que le consensus scientifique n'en donne réellement à ces hybridations locales de Homo sapiens sortis d'Afrique avec des populations locales de Néandertal et de Denisova, c'est un prolongement de ce modèle polycentrique ou ou multicontinent. Bref, c'est un prolongement de cette hypothèse-là. C'est un prolongement assumé. Hein. Il y a des gens qui disent verbatim que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc c'est pas nouveau, ça ne révolutionne rien. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Ça ne révolutionne rien, c'est très 19e siècle en réalité. Bon, dans la connaissance récente, et on sait qu'il y a au moins un quatrième hominidé, donc on sait qu'il y a Néandertal, Cro-Magnon, Denisova, on sait qu'il y a au moins un quatrième hominidé parce qu'on trouve des gènes dont on ne sait pas la source. Et donc, tout ça, les paléontologues... Bah ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo, il y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un d'hominidé dont les gènes on connaît pas la source. Il y en a beaucoup plus que ça en réalité. Donc à chaque fois qu'il trouvait un os, il pouvait pas s'empêcher de raconter une histoire. Donc je trouvais un os, je vous raconte une histoire. Ouais. Et donc l'histoire elle est pas compliquée. Et comme elle était darwinienne, donc Elle correspondait à la doxa, on va dire, pour être c'est-à-dire le triomphe du plus fort, si vous voulez, le triomphe du... La doxa, oh là là, c'est pareil, appeler darwinienne accompagné du mot doxa, c'est créationniste, c'est puant comme rhétorique. C'est navrant d'entendre ça, hein. Ça me rend triste, vraiment. Ça me rend triste, c'est plus que ça m'énerve, ça me rend triste. En réalité. Puis ouais, bon, on trouve un petit os et on raconte une histoire, c'est la légende, vous savez, c'est la fameuse légende qu'on vous raconte partout, tout le temps, du paléoanthropologue qui découvre un os et qui raconte une histoire. Mais dites-moi, quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois? Quand est-ce que vous en avez entendu parler de ça la dernière fois? Je veux dire, quand on vous a sorti Homo naledi, on vous a sorti 15 squelettes. Qui se rappelle du fait que Homo naledi, à la base, il y avait 15 squelettes? Qui se rappelle que avant lui, en 2009, Australopithecus sediba, 2 squelettes? C'est pas des bouts d'ossements, c'est pas... Puis je veux dire, les paléoanthropologues, ils sont pas fous, ils sont humains aussi. Quand on leur sort une histoire, quand il y a des collègues à eux qui leur sortent une histoire tout entière avec un petit bout d'ossement à la noix, eh ben ils les regardent en leur disant, mais t'es malade, arrête. Les paléoanthropologues, c'est des êtres humains, quoi. La seule phalange, le seul petit bout d'os pour lequel on a été autorisé à faire des publications à foison, c'est celle de Denisova, parce qu'on a réussi à en tirer un génome entier, d'une espèce qui était totalement inconnue avant. C'est la seule raison pour laquelle on a fait des grandes histoires sur une seule et unique phalange de Denisova. C'est parce qu'on a réussi à en tirer un génome, donc une quantité de données absolument gigantesque. Et si on n'arrive pas à tirer une quantité de données absolument gigantesque d'un bout d'ossement, bah, les paléanthropologues, c'est pas des surhommes, ils sont pas capables d'inventer une histoire à partir de rien. Et surtout, c'est pas des romans. On va pas inventer des romans à partir d'un tout petit bout d'os. C'est pas vrai. C'est faux. C'est un mensonge. On le faisait au 19e siècle ou au début du 20e siècle parce qu'on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais l'homme de Piltdown, une fois de plus, a changé la donne. Il a changé l'éthique. Parce que là, avec l'homme de Piltdown, on a fait beaucoup trop d'hypothèses à partir de trop peu de matériel. Et ça a fondamentalement
pourrit la discipline. Mais soit la discipline est pourrie et elle meurt, soit elle apprend de ses erreurs et évolue. Et après l'homme de Piltdown, la discipline, la paléanthropologie, a évolué. Merci de ne pas utiliser des narratifs qui sont périmés à ce point. Définitif de plus fort, hein. C'est qui allait bien avec l'Angleterre qui à l'époque dominait la moitié du monde. Donc les Anglais pensaient que c'était pas du tout par hasard, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs. Oui, c'est très intéressant, c'est d'ailleurs vous l'expliquez très bien tout au long du livre, ce mélange entre la science et la culture politique en fait, et que une découverte ou une pensée scientifique ne fonctionne que quand elle est en écho avec une certaine culture, on va dire, et religieuse et politique. Et même ça, il y a des choses qui sont scientifiquement, même maintenant, depuis peu de temps, on a l'expérience qui a montré ça, mais quand on sait qu'il y a la grande querelle entre Bohr et Einstein, si vous voulez, vous savez que la matière peut se transformer en énergie pure et vice versa, ce qui est déjà complètement incompréhensible, d'une part, et d'autre part, que la forme qu'elle prend se fait au hasard. Bon, je suis pas physicien. Donc je vais pas commenter là-dessus, mais je suis presque sûr que lui non plus n'a pas les compétences pour commenter dessus. Pour ce que l'on comprend du hasard. Oui. Ça, c'est une chose qui est incompréhensible, qui a 100 ans, et que nous ne sommes toujours pas capables d'intégrer intellectuellement. D'accord. Alors, je vais aller maintenant, donc on a compris que Darwin, alors il y a plusieurs choses Darwin, l'arbre de vie. Une fois de plus, hein. Rhétorique créationniste, hein, une fois de plus. On n'est pas capable de l'intégrer intellectuellement. Les créationnistes, ils font ça tout le temps. Vous savez, je comprends pas comment ça marche, alors ça marche pas. Point. Non, toi, tu ne comprends pas comment ça marche. Les physiciens, eux, ils savent comment ça marche. Et ils envoient des fusées sur la Lune, comme ça. Et ils font fonctionner les GPS du monde, comme ça. Donc ça marche. C'est juste que c'est toi qui ne comprends pas. T'as pas le bagage qu'il faut pour le comprendre. Et c'est normal, on peut pas être expert en tout. Mais par contre, faudrait quand même avoir l'humilité d'admettre qu'on peut pas être expert en tout. On part tous du même truc et on se développe pour plusieurs branches, et puis ce côté aussi, en effet, c'est là le plus fort qui gagne d'une certaine façon. Tout ça, vous le balayez, parce que vous vous intéressez notamment aux microbes, puisque c'est votre spécialité, vous pouvez démonter cette théorie de Darwin, et vous montrer qu'il y a des transmissions et des évolutions qui se font, mais de manière pas forcément génétique, mais infectieuse en fait. Oui, c'est-à-dire que ça on le sait. Le problème de l'évolution, c'est qu'actuellement c'est un tel monstre Darwin. Moi, je suis vraiment engueulé quand j'ai commencé. Bon, alors là, il revient sur la théorie qu'il a exposée dans Dépasser Darwin, le livre que j'avais déjà lu et dont j'avais fait une critique, qui est que, oui, il y a les transferts horizontaux. Il y a des transferts horizontaux qui se font entre les organismes et que nos arbres phylogénétiques, généralement, ne reflètent pas ces transferts horizontaux. Donc les transferts horizontaux, c'est des transferts de gènes entre espèces, donc pas à l'intérieur des espèces ou à l'intérieur des populations de ces espèces, mais des transferts entre espèces. On pourrait considérer par exemple le fait que les mitochondries sont en réalité des bactéries qui ont été incorporées dans les cellules eucaryotes, on pourrait considérer ça comme un transfert horizontal. De même, les chloroplastes sont des cyanobactéries qui ont été incorporées dans les cellules de plantes. C'est une forme, en quelque sorte, de transfert horizontal. Le gène de la syncytine, donc le gène, un des gènes qui permet la fusion du placenta avec les vaisseaux sanguins de la mère pendant la grossesse, est un gène d'origine virale, donc c'est aussi un transfert horizontal. Les transferts horizontaux, ça a lieu tout le temps. On a même à l'intérieur, on pourrait aller jusqu'à dire que les transposons qu'on a à l'intérieur de nos gènes sont en réalité des petits virus qui se promènent et donc qui procèdent à des transferts horizontaux à longueur de temps à l'intérieur de notre corps. Ceci n'est absolument pas un problème. Donc dans son livre Dépasser Darwin, il tentait de faire passer ça pour une révolution scientifique qui réécrivait totalement l'arbre évolutif de la vie. En perdant, en fait, un peu de vue le fait que, non, une phylogénie, c'est un modèle. Une phylogénie, c'est un modèle de l'évolution du vivant. Et comme je l'ai dit, un modèle doit être simple. Si on commence à inclure les transferts horizontaux à l'intérieur de ces modèles, à l'intérieur de nos arbres phylogénétiques, l'arbre phylogénétique devient un bordel sans nom. Ça devient un bordel sans nom, et on n'y comprend plus rien. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est pas parce qu'on n'est pas au courant que ça a lieu, c'est parce que c'est trop compliqué à représenter, c'est trop compliqué à modéliser. On préfère expliquer l'évolution à partir des grands phénomènes, les grandes lignes, à savoir la phylogénie d'abord, et ensuite, une fois que ça s'est intégré, on passe aux transferts horizontaux. Donc ensuite, une fois que vous avez intégré la phylogénie du vivant, on va commencer à vous dire, en fait, vous voyez, ces bactéries-là, c'est devenu les chloroplastes, et cette bactérie-là, ces protéobactéries, ce sont devenues les mitochondries. Ah, au fait, là, il y a eu un transfert de gènes. Ah, au fait, là, il y a eu un transfert de gènes, etc., etc.
Mais si vous commencez immédiatement votre exposé comme est en train de le faire Dr Raoult ici, en disant c'est le bordel, ça part dans tous les sens, tout le monde nique avec tout le monde, bah ça donne exactement, encore une fois, la vidéo que j'avais fait la dernière fois, celle sur l'évolution humaine, où justement tous les transferts entre les populations, tous les transferts de gènes qu'il y a eu entre toutes les espèces de Denisova, Néandertal, Homo sapiens et toutes les espèces archaïques et tout ça, et là j'avais utilisé cette figure pour dire voyez, c'est le bordel, tout le monde couche avec tout le monde. Bah, si vous commencez par ça, bah, ensuite, vous êtes obligé de passer 1h30 à expliquer, mais non, mais en fait, c'est pas ça. En fait, vous avez ces 3 espèces et elles échangent des gènes. Donc c'est pas tant le bordel que ça, en fait. Mais faut d'abord dire, il y a 3 espèces, donc il y a 3 lignées, un arbre phylogénétique à 3 branches, et ensuite vous dites, elles échangent des gènes. Parce que si vous commencez immédiatement par dire, tout le monde nique avec tout le monde, bah, on comprend pas. Et un modèle qu'on ne comprend pas, c'est un modèle qui ne sert à rien. C'est ça tout le truc, hein. Tout le truc de la science, c'est d'être comprise par le public. On ne fait pas de la science autrement que pour être compris par le public. C'est pour ça qu'on fait des publications. J'arrête pas de le répéter, mais faut que ça rentre, hein. Et si on n'arrive pas à créer des modèles qui sont compréhensibles par le public, ces modèles ne servent à rien. C'est-à-dire, c'est tout faux ce truc. Hein. Ce serait pas la première fois que je vous ai baisé. Portion de... J'ai remarqué que ça vient de ma tête. Ouais. Bon, et encore une fois, je viens de l'entendre dire, c'est tout faux. C'est encore une fois, le bébé, l'eau du bain, tout ça, balancé. Là, on est vraiment sur un cas d'école de jeter le bébé et l'eau du bain avec. C'est pas parce que, encore une fois, on utilise pour la communication un certain modèle qui est relativement simple que ça veut dire que tout le reste est acheté avec. Non, le modèle est simple, on le sait, il est simplifié pour une raison qui peut être argumentée. Et ensuite, si tu veux en savoir plus, alors tu peux aller vers les transferts horizontaux. Et la grande question avec son livre de 2010, c'était, mais est-ce que c'est destiné aux scientifiques ou est-ce que c'est destiné au grand public? Parce que si c'est destiné au grand public, alors on ne ridiculise pas les autres scientifiques en disant que c'est eux qui ont tout faux. Et si c'est destiné aux autres scientifiques, alors, bah pourquoi présenter des choses qu'on savait déjà depuis longtemps, hein? Parce que l'évolution réticulée dont il est question là, ça s'appelle l'évolution réticulée depuis 1982, depuis un article de Dobzhansky de 1982. Et je pense même que ça existait déjà avant, pour être tout à fait honnête. Dobzhansky, c'est celui qui avait dit rien n'a de sens en biologie à part à la lumière de la théorie de l'évolution. Ce qui est vrai. Donc si vous connaissez pas Dobzhansky, c'est lui qui a dit ça. Donc Dobzhansky, il pèse dans le game. Et en 1982, il écrivait déjà, il vulgarisait même déjà, c'est un article de vulgarisation là dont je vous parle, il vulgarisait déjà sur l'évolution réticulée, en 1982. Donc l'évolution réticulée, c'est où vous avez tous ces croisements entre les lignées. Donc c'est pas nouveau spécialement en fait, c'est pas spécialement nouveau. Donc soit c'est pas nouveau, et dans ce cas c'est de la vulgarisation, mais dans ce cas-là on n'insulte pas les copains, soit on insulte les copains en disant qu'ils ont rien compris, mais dans ce cas-là c'est pas de la vulgarisation, on s'adresse aux spécialistes. Et le problème de dépasser Darwin, c'était que le livre ne se décidait jamais s'il était l'un ou l'autre. Donc il insulte les copains tout en prétendant faire de la vulgarisation. Et c'est pas gentil, faut pas insulter les copains. Et on a la preuve de ça, je vais vous donner deux exemples, sur l'évolution tout court, et deux sur la transmission. Vous avez des enfants? Oui. Donc, vous avez eu un placenta. Oui. Ce placenta, il est lié au fait qu'il y a un virus qui a colonisé vos ancêtres. Ce virus, c'est le même virus très très proche du virus du sida, qui permet la fusion des cellules, et si vous ne fusionniez pas ces cellules, vous ne pouvez pas avoir de placenta. Donc les mammifères, écoutez bien, c'est compliqué, et c'est la preuve même. C'est la syncytine, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. De ce qu'est l'évolution. Dans les mammifères, il y a 3 groupes de mammifères. Il y a les mammifères qui pondent des œufs, d'accord? L'ornithorynque. Eux, bien sûr, ils n'ont pas de placenta. Donc ça, ça date, c'est des mammifères, les animaux, ça date de l'invention de l'amnios, c'est-à-dire le liquide qui va permettre de faire vivre. Mais ensuite... On sent qu'il est pas du tout à l'aise avec le sujet, hein, parce que les animaux, ça date de l'amnios, non, là, ce dont il parle, c'est les amniotes. En plus, c'est simple. On sent qu'il est pas à l'aise avec le sujet. L'amnios va être enfermé dans un œuf, d'accord? Puis il y en a qui vont garder les œufs, les oiseaux, etc. Chez les mammifères, il y a ceux qui vont garder les œufs, ils n'ont pas de placenta. Et puis il y a ceux qui vont amener leur fœtus à une toute petite taille, mais non viable, et là, le fœtus va migrer dans une poche, et ça, c'est le marsupial, d'accord? Et puis il y a ceux qui vont être colonisés par ce virus, qui vont faire du placenta. Et ça, on voit que c'est épidémique, parce que dans la géologie, dans la dérive des continents, il y avait un continent qui comprenait autrefois l'Australie et le sud de l'Amérique du Sud. Et il n'y a que là qu'il y a des marsupiaux. Il n'y a pas de mammifères.
C'est-à-dire que l'épidémie a touché la partie ancienne, hein, elle a touché la partie des animaux. Donc il existait bien des animaux, c'est pas les marsupiaux n'ont pas évolué vers des mammifères, les mammifères vers des marsupiaux, c'est idiot. Ils ont été infectés ou pas infectés. Et cette infection, bien entendu, elle a infecté toutes les espèces de mammifères qui étaient à cet endroit-là. Qui sont devenus des mammifères avec placenta. En fait, l'infection permet l'évolution. Donc là, son hypothèse, ça a été repris pareil hein, sur les réseaux sociaux, c'est l'hypothèse que, en gros, la raison pour laquelle vous avez des mammifères qui sont placentaires et d'autres qui sont marsupiaux, c'est une infection. Il dit les marsupiaux donc qui vivent en Amérique du Sud et en Australie, qui formaient un seul et unique continent, et c'est vrai, au début du Cénozoïque. Donc ils n'ont pas été infectés par un certain virus qui a donné aux autres mammifères leur placenta. Donc ça placerait de fait, de facto, hein, ça place de fait l'origine des mammifères placentaires à une époque où en fait le Gondwana était déjà complètement disloqué, sauf la partie qui connectait l'Amérique du Sud à l'Australie via l'Antarctique. Et ça, c'est déjà trop tard en fait pour l'origine des mammifères. Enfin, pour l'origine des mammifères placentaires, c'est déjà trop tard. Les mammifères placentaires existaient déjà avant ça. Donc sa théorie déjà ne marche pas et on a les fossiles pour le montrer. Ça ne fonctionne pas, comme ça. Ensuite, puisqu'on a déjà des mammifères placentaires et marsupiaux, en tout cas l'origine des mammifères placentaires et marsupiaux est déjà très très loin dans le Crétacé inférieur, et là la séparation de l'Afrique du reste du Gondwana, ça a lieu après ça. Bref, donc déjà ça marche pas. L'autre truc qui marche pas, c'est que certes, enfin dans son schéma de pensée, il faudrait que les mammifères et les marsupiaux soient et aient toujours été rigoureusement séparés géographiquement. Donc marsupiaux et placentaires, marsupiaux en Amérique du Sud et en Australie, et les placentaires ailleurs. Or, une fois de plus, ce n'est pas vrai. Les mammifères placentaires et les mammifères marsupiaux se sont très largement côtoyés. On a la sarigue de Cuvier, puisqu'il parlait de Cuvier, là plutôt, on avait des marsupiaux en Europe, la fameuse sarigue de Cuvier, à l'Éocène, et l'Amérique du Sud n'a jamais été avare de mammifères placentaires. Il y en a toujours eu, et ce depuis le Crétacé, des mammifères placentaires en Amérique du Sud, par exemple Protongulatum, qu'on retrouve, qui est un mammifère placentaire strict. C'est même pas un eutérien, hein, parce que je sens qu'il va y avoir l'équipe premier degré qui va débarquer en me disant la distinction entre eutérien et placentaire. Non, il y a Protongulatum qui est un placentaire, c'est un condylarthre, et il était déjà au Crétacé. Il était déjà là au Crétacé. Donc il y avait des mammifères placentaires qui vivaient avec les marsupiaux au Crétacé en Amérique du Sud. Et cette grande théorie ignore complètement les chauves-souris. Les chauves-souris, elles sont partout, et ce depuis au moins le Paléocène, sinon même jusqu'au Crétacé, bien qu'on n'ait pas encore les fossiles pour le démontrer. Mais bon, les analyses génétiques tentent à démontrer que le grand clade des chauves-souris était déjà bien diverse jusque dans le Crétacé. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Et notamment ça néglige les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est vraiment une énorme épine dans le pied parce que des chauves-souris, il y en a partout. Et ce sont des placentaires. Donc si c'était vraiment juste aussi simple que ceux qui ont été infectés sont devenus des placentaires, ceux qui n'étaient pas infectés sont devenus des marsupiaux, et la séparation a lieu à l'échelle continentale, cette théorie est trop simple. Elle n'explique pas suffisamment par rapport à ce qu'elle est simple. Donc ce modèle est trop simple et n'explique pas suffisamment par rapport à ce qu'il est simple. Donc c'est pas un beau modèle. J'ajoute ici, à propos de la syncytine, que comment est-ce que la syncytine est apparue ? Elle est très probablement apparue assez tôt dans l'évolution des mammifères placentaires, à l'époque où la population de mammifères placentaires était suffisamment petite pour que une grande partie d'entre eux soit touchée par le virus qui a injecté la syncytine dans l'ADN des mammifères. Cette épidémie a probablement été un événement de goulet d'étranglement au sein des placentaires, et il y a probablement qu'une très petite fraction de ces mammifères placentaires, alors non pas qui ont survécu à l'épidémie qui leur a donné ce gène de la syncytine, mais
il y a certainement qu'une toute petite fraction de ces mammifères qui ont réussi ensuite à se reproduire, tout en ayant incorporé ce gène de la syncytine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les placentaires ont ce gène de la syncytine. Donc ça a probablement eu lieu bien avant l'époque à laquelle Didier Raoult pense que cet événement a eu lieu. Et la séparation entre placentaires et marsupiaux était probablement déjà largement consommée à l'époque. Et cette explication, elle est quand même un peu plus parcimonieuse puisqu'elle n'applique pas une épidémie planétaire ou semi-planétaire pour être expliquée. Elle est et que en plus, elle n'implique pas que le gène de la syncytine se soit inséré exactement au même endroit dans des populations de placentaires partout dans le monde. Cette hypothèse, elle est plus économique parce que elle admet l'existence d'une toute petite population uniquement, donc toute petite population où seulement quelques individus auraient survécu et auraient redonné naissance ensuite au reste des mammifères, donc une population qui serait ancestrale et qui ensuite se serait développée et se serait répandue au travers le monde. Donc c'est quand même un cas beaucoup plus simple à expliquer comme ça que d'expliquer ça par une épidémie mondiale qui aurait infecté tout un tas de mammifères à travers le monde en injectant le gène de la syncytine exactement au même endroit partout à chaque fois. Si vous voulez en savoir plus à propos de la syncytine, je vous mets une vidéo de Tania Lewis, qui est une microbiologiste justement, et qui explique très bien ce qu'est la syncytine et comment les mammifères placentaires l'ont acquise. Le lien est dans la description. En tout cas, elle change les choses. Je vais vous donner ce même exemple du rétrovirus est en train de se dérouler sous nos yeux chez les koalas. Chez les koalas, il y a maintenant deux populations. Une population qui a intégré le virus du sida. Ils avaient un virus du sida qui leur donnait l'info, etc. Sexuellement transmis, etc. Il y a une partie qui maintenant transmet ça de parents à enfants, mais qui est plus sensible au virus. Alors, ça a été observé dans deux aux États-Unis, un à San Diego, un à San Francisco, et l'autre qui reste sensible et qui meurt et qui disparaît. D'accord. Celle qui est sensible disparaît. Celle qui l'a intégrée, elle va devenir une autre espèce. C'est une autre espèce. C'est pas mal. D'accord. Et ça. Et nous, on sait. Vous en faites partie, je m'excuse de vous prendre comme exemple. Ça fait 2 fois. Nous avons récemment, les humains ont été infectés par un nouveau virus qui circulait, qui s'appelle le virus herpès 6, qui donne une maladie banale de l'enfant. Et ce virus herpès 6 qui se balade dans toutes les cellules, de temps en temps va dans les cellules germinales, les ovules, les spermatozoïdes, et il transmet aux enfants. Et il y a 5% de la population humaine qui a des séquences de ce virus dans son génome. Maintenant. Donc, ce que je vous dis, c'est, après, ce qu'on peut discuter, c'est la part que ça représente, mais le fait que ça existe, c'est une évidence. Et donc ça veut dire qu'après c'est une espèce, vous la qualifiez d'espèce différente, comme vous avez dit pour les koalas, ou pas encore? Parce que justement c'est encore minime. Mais ça va dépendre de l'endroit dans lequel ça va se déposer. Oui. C'est ce que j'explique, c'est quelque chose qui est totalement inconnu et qui devrait être connu, mais on a un niveau, vous savez, quand j'ai commencé mon émission à moi, on a un droit d'être intelligent, c'est parce que j'étais effrayé de la distance qui était en train de se passer entre le savoir, si vous voulez, et le truc. D'ailleurs, vous savez bien, on a eu un ministre de la Santé qui... Ouais, là, il joue avec la définition de l'espèce, hein. C'est-à-dire qu'il y a la définition génétique, qui est basée sur les lignées génétiques. Donc effectivement, là, si vous avez des gènes dans votre lignée germinale qui se transmettent, alors si vous avez des gènes viraux qui se baladent dans vos cellules germinales et qui donc se transmettent dans cet descendant, génétiquement, c'est une nouvelle lignée, et donc génétiquement, on pourrait appeler ça une nouvelle espèce. Mais si vous prenez la définition classiquement admise et pas forcément vraie, hein, je veux dire, c'est des définitions. Les définitions, c'est fait par les scientifiques pour les scientifiques, pour leur propre compréhension. Mais si vous prenez la définition qui est généralement admise, celle qu'on vous apprend à l'école, qu'il faut que ça puisse forniquer et faire des enfants, c'est pas des nouvelles espèces. Et si vous prenez la définition morphologique, celle qu'utilisent les paléontologues, ça marche pas non plus, parce que vous n'êtes pas fondamentalement différent de votre voisin. Donc, bon. Là, on joue juste avec la définition de l'espèce, y a pas de quoi... c'est juste qu'il oublie de préciser, mais on n'a pas toujours le temps non plus de préciser quelle définition de l'espèce on manipule. Étant lui-même microbiologiste, ça me paraît assez évident pour moi qu'il utilise la définition génétique de l'espèce, puisque anatomiquement, y a rien de plus ressemblant à une bactérie qu'une autre bactérie, et au niveau interfécondité, les bactéries se reproduisent par mitose, donc on peut pas utiliser les deux définitions, l'interfécondité et la morphologie quand on est microbiologiste, donc on utilise forcément la définition basée sur la génétique, la définition qui dit que à partir du moment où vous formez une lignée différente, vous pouvez être appelé une nouvelle espèce, ou au moins une nouvelle souche. C'est pour ça qu'on parle de souche, généralement, en microbiologie. Donc moi, ça me choque pas, mais c'est vrai que c'est pas connu du commun des mortels qu'il existe n supérieur à une définition de ce que c'est ou devrait être une espèce. Mais on oublie souvent les bactéries dans
dans la définition classique de l'interfécondité, on oublie souvent qu'il y a des trucs qui se reproduisent pas de façon sexuée. Il m'a dit à moi que les virus ne mutaient pas. Enfin, On parle d'Olivier Véran, je précise. donc quand même, ça veut dire qu'il existait bien un gap, et ça faisait pas longtemps qu'il avait fait ses études, ce pauvre garçon. Donc ça veut dire que maintenant, dans le Bon, génome... après, entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, peut-être aussi une... Non, c'est un ignorant. Hein. Non, il est complètement ignorant. C'est la preuve que on a une difficulté à faire suivre la population, y compris celle qu'il devrait, des connaissances que nous avons. L'homme, je vous ai pas dit l'herpès, mais l'homme, vous savez probablement pas, mais je vais essayer de le simplifier. Il y a 1%, il y a probablement aucun génome humain, quoi qu'on dise depuis 20 ans, qui a été séquencé entièrement. On ne connaît pas entièrement le génome humain. Pour une raison, c'est parce que il y a 1% de notre génome, c'est-à-dire de nos chromosomes, qui sert à quelque chose qu'on comprend. Le reste, c'est des petits bouts de séquences, répétés, parfois à des niveaux absolument inouïs. C'est-à-dire celui qui est le plus répété, c'est un petit transposon qui fait 300 bases. C'est tout petit, 300 bases, hein. Un gène fait 3000 bases. C'est tout petit. Et ce transposon, il est répété 1 million de fois. Il fait 10. Donc les transposons, j'en ai parlé tout à l'heure et j'ai oublié de dire ce que c'était, mais c'est des séquences génétiques qui sont indépendantes, qui font leur vie à l'intérieur de ce sont des parasites de votre génome en fait. Ce sont des petits parasites de votre génome. C'est littéralement ce qu'on pourrait appeler un gène égoïste. Quand Richard Dawkins a écrit son livre Le gène égoïste, c'est pas de ça dont il voulait parler, mais en quelque sorte, il a inventé le concept que le transposon allait devenir, à savoir un gène qui vit sa vie pour lui-même et il s'en fout du reste. Et donc on a plein, effectivement, de séquences à l'intérieur de notre génome qui sont des transposons, à savoir juste des gènes qui sautent de chromosome en chromosome, qui se reproduisent comme ça, en fait. Et ça participe à ce qu'on appelait autrefois, et ce qu'on pourrait toujours appeler aujourd'hui l'ADN poubelle. Ça participe à ça. C'est l'ADN qui ne sert à rien, qui, comme il dit, il y a qu'1% de notre génome qui sert réellement à former nous-mêmes, ce que nous sommes, notre corps. Et bon, c'est fondamentalement très très intéressant. Ça rappelle aussi, quand on dit par exemple, je disais tout à l'heure qu'en fonction de ce qu'on compare, on est entre 90 et 99% similaire à un chimpanzé au niveau génétique. Ce dont on parle, c'est de la partie codante du génome, où on parle essentiellement de la partie codante du génome, c'est-à-dire de ce pourcent qui nous appartient réellement. Le reste du génome, il ne nous appartient pas réellement. C'est en grande partie des séquences ADN qui font leur vie dans leur coin et qui vivent malgré nous plutôt que pour nous. Alors, il y a quand même de potentielles fonctions dans ces séquences, à savoir que si la sélection naturelle, justement, ne les a pas éliminées, ces séquences, n'a pas inventé un mécanisme qui a éliminé ces séquences, c'est que peut-être ces séquences, alors, soit parviennent à être neutres d'une façon ou d'une autre, mais je doute que reproduire des millions de bases dans chacune de nos cellules pour rien n'ait absolument aucun effet sur notre survie. On parle quand même d'une énorme quantité d'énergie faite pour reproduire des choses qui ne servent à rien. Donc il y a peut-être une fonction à ces choses-là, et on suppose que peut-être il y a une fonction à ça, l'une d'entre elles étant une fonction peut-être protectrice. C'est-à-dire que 99% de nos chromosomes serviraient de bouclier au 1% qui servirait réellement à quelque chose. Mais voilà, ça reste des hypothèses. Mais disons il y a des organismes comme les pieuvres, par exemple, qui n'ont pas du tout d'ADN poubelle. Enfin, qui n'ont pas du tout de ces choses-là. Donc, qui ont des mécanismes qui éliminent cet ADN. Donc ça, c'est important de le préciser. 10% de votre génome. Vous avez 10% de votre génome qui est composé de ce truc dont on ne sait pas à quoi il sert. Une des rares choses, ça je vais vous reparler de vous, dont on sache à quoi il peut servir, c'est que vous n'avez pas de queue comme les singes. Oui, c'est pareil. C'est parce que un de ces transposons s'est mis dans un gène qui avait déjà ce transposon, il s'est collé à l'autre transposon et il empêche l'expression de la queue chez vous. Voilà. Oui. Et donc il y a une séparation qui s'est faite avec les grands singes, qui n'ont plus que peut-être ça veut pas dire qu'ils sont plus malins parce qu'ils n'ont pas de queue. S'ils avaient une queue, ils seraient peut-être encore plus intelligents, j'en sais rien, vous voyez. Mais ce qui est important, si on revient à nos actualités, par exemple le Covid ou la vaccination, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que en prenant en considération que toute cette oui, donc le risque de ces transposons, c'est que ce sont des gènes sauteurs et qu'ils s'insèrent dans des gènes qui servent à quelque chose. Et quand ils le font, ils risquent d'empêcher l'expression de certains gènes, dont par exemple le gène qui permet d'avoir une queue. Alors c'est pas l'évolution, mais ces transformations qui peuvent se dérouler et sur la chaîne animale et sur la chaîne humaine. N'importe quelle modification, qu'elle se fasse par un virus ou qu'elle se fasse par la main humaine ou par un vaccin, peut avoir une répercussion considérable sur l'homme, en fait, sur l'espèce. Et là où ça se connecte, il faut quand même rappeler, mais là où ça se connecte avec le reste de ce qu'il essaye de dire, c'est que comme je l'avais précisé tout à l'heure, les transposons sont potentiellement,
En fonction de comment on définit un virus, en gros, les transposons, ce serait plus ou moins des sortes de virus, en fait. Il faut avoir une définition très élargie du concept de virus et d'infection virale. Mais en prenant un concept très élargi de ce qu'est une infection virale, ces transposons, en gros, ce serait des genres de maladies, quoi. Ce serait des genres d'infections. Voilà. Donc on aurait littéralement notre ADN infecté par les transposons. Et ça rejoint la logique de Raoult, qui est de nous dire que tout est microbiologique. C'est comme ça que ça se connecte au reste, parce que c'est pas vraiment très bien expliqué dans la vidéo. C'est-à-dire que ce qui est transmissible, on connaît pas la limite de sa transmissibilité, on sait pas si ça va toucher toute la population ou pas. Je vous dis, la peste, ça a tué 50% le vaccin, ça dépend aussi du nombre de vaccins que vous allez faire, mais je vous donne un exemple qui est d'actualité. Oui. Moi je suis hostile, je l'ai écrit depuis un certain temps, si vous voulez, au seul virus que l'homme ait construit au laboratoire et qui soit transmissible. One eternity later. Bon, on a un discours qui inclut les grands classiques de l'antivax, hein, à savoir l'OMS et Bill Gates, hein, donc le Big Pharma. On a un discours qui instrumentalise l'évolution en disant que les gens qui font les vaccins, voilà, ils ont une façon de penser darwinienne, ils pensent le virus comme un organisme qui évolue graduellement, alors qu'il faut penser le virus comme un organisme qui évolue de la façon comme le dit Didier Raoult, c'est-à-dire de façon catastrophique. Donc il y a des événements d'évolution très rapides. Je me rappelle clairement avoir vu des articles qui n'étaient pas signés de Didier Raoult et qui disaient que le virus évoluait de façon très rapide et de façon pas darwinienne du tout. On les a abordés dans nos Paléo News, on en a parlé, hein, le virus Covid-19 qui évoluait très 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 rapidement, beaucoup plus rapidement que Darwin aurait pu le dire il y a de cela 100 ans, je rappelle. Hein. Plus de 100 ans. Bref, oui, c'est à ça en fait que sert visiblement ce livre. Ça sert à dire que les vaccins c'est pas bien parce que je sais pas, encore une fois, j'ai pas lu le livre donc je me base uniquement sur l'interview, mais enfin l'interview a l'air de vendre le livre comme étant un livre qui va plaire aux anti-évolutions et aux anti-vax parce que justement on critique Darwin en disant que les gens qui vaccinent ce sont des gens qui pensent de façon darwinienne. Bon, pourquoi pas. Et donc là on nous fait ils nous font grand cas de la poliomyélite qui visiblement d'après la version de Raoult se recombine avec des gènes se recombine avec des bactéries qui se trouvent dans les intestins pour créer un nouveau pathogène. Ce qui est possible, j'en ai aucune idée. Et on va partir du principe que c'est vrai, mais si on part du principe que c'est vrai et que ce qui nous est dit dans cette interview est vrai, il y a 4 cas en tout. C'est ce qu'il vient de dire, là. Je viens de m'arrêter à cette phrase-là. 36 minutes 33. J'ai passé une énorme section pour vous épargner toute la discussion. Mais en gros, il vient de dire, en tout, il y a 4 cas de ce genre de recombinaison qui ont été détectés et on revient toujours à l'argument principal en faveur du vaccin qui c'est une balance bénéfice-risque, le vaccin. C'est une balance bénéfice-risque. Quel est le risque de créer un recombinant dangereux et quel est le nombre de vies qu'on va sauver avec le vaccin? Quel est le nombre de cas de poliomyélite qui ont été évités grâce au vaccin? Et si ce nombre est supérieur à 4, on vaccine. Voilà, c'est des maths, hein. Je sais, ça a l'air compliqué comme ça, c'est des maths. Mais ouais. Empêcher les virus de changer, surtout les entérovirus comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de copains dans notre tube digestif. Il y a des millions d'entérovirus dans notre tube digestif qui sont très proches du poliovirus. Ouais. Alors, pour revenir sur l'histoire de Cody, ça raconte le progrès. Vous revenez sur cette notion de progrès, que la science est devenue une religion de substitution. C'est ça, c'est évidemment tout le contexte de cette recherche que vous avez faite et puis de vos recherches en général scientifiques. Et alors, je voudrais qu'on arrive à cette conclusion, c'est très intéressant, sur finalement les civilisations urbaines et la potentielle fin des civilisations urbaines. Si vous voulez, c'est un peu cette histoire. Alors, avant la fin des civilisations urbaines, la religion la science est-elle devenue une religion de substitution? Non, absolument pas. Pour la simple et bonne raison que les religions sont des religions de substitution. Les religions assument très très bien leur rôle de religion. La science n'a absolument pas remplacé la religion. Absolument pas du tout. Dans la liste des choses qui vont remplacer la science avant la religion, il y a notamment toutes les formes d'ésotérisme et de New Age les plus tirées par les cheveux,
La science, elle arrive bonne dernière sur toutes les matières qui pourraient remplacer la religion. Et arrivé là, je suis encore une fois charitable en disant que c'est une possibilité, mais la science, quand elle est bien faite, n'a pas vocation à remplacer les religions, évidemment. Les gens croient la science, enfin, les gens mal renseignés croient la science comme ils croiraient à une religion, ça je suis d'accord, ça arrive même plus souvent que, voilà, plus souvent qu'on ne saurait le dire, c'est vrai, mais il y a un gros paquet de trucs qui vont remplacer les religions avant même la science et qui ont bien plus de succès que les sciences elles-mêmes, hein. Les sectes, je parlais des ésotérismes, mais même pas, il y a les sectes, quoi. Donc non, faut pas exagérer ce genre de propos, hein. Ce qui remplace encore le mieux les religions, c'est d'autres formes de religion ou d'ersatz de religion. Je vous ai dit, Darwin, j'ai cliqué sur Darwin parce que je suis, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Hegel, les hommes ont besoin de héros. Donc il faut qu'à un moment, quelqu'un incarne, quand on change les choses, il faut que quelqu'un incarne ça, mais je ne crois pas aux idoles. Je suis pas un idolâtre. Donc c'est vrai que à un moment, Hegel prenait Napoléon comme héros, ben il a importé la Révolution française, il a exporté... là on est d'accord, hein, foutez la paix à Darwin... c'est un héros, mais il faut pas en faire un demi. Foutez la paix à Darwin. D'ailleurs, dans les traditions et les mythologies anciennes, il faut différencier les héros mortels des demi-dieux qui ne le sont plus. Et donc, Darwin est passé de son côté héroïque à étant celui qui porte un message qu'il n'était pas le seul à porter, d'autres porter, à une espèce d'idole, si vous voulez. Et moi, quand j'ai vu, alors, on faisait des pièces à Darwin, on célébrait Darwin dans le monde entier, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie, hein? Un homme, c'est un homme, c'est pas, on peut pas avoir des églises à Darwin, et j'ai vu, que c'était intouchable, parce que, dès que vous disiez, enfin, c'est pas vrai, quand même, c'est une baliverne, c'est intéressant qu'il ait représenté un moment, la cristallisation d'une réflexion sur, finalement, comment change-t-on, mais c'est pas un dieu, quoi, faut pas le traiter comme ça. Et donc, je cherchais une réflexion substitution, en plus, je ne crois pas, ça n'est pas pensable, ça n'est pas raisonnable de penser. Je suis d'accord, mais c'est pas les scientifiques qui idolâtrent Darwin. C'est idiot. Oui, il a fallu qu'il y ait quelque chose d'horizontal. Ça peut pas être tout vertical. Ils sont trop nombreux. Il faut qu'il y ait quelque chose d'horizontal. Et quelque chose d'horizontal, la seule chose qu'on peut poser à l'horizontal, c'est ce qui est transmissible. Ce qui est transmissible, si vous connaissez l'histoire des maladies infectieuses, c'est très récent, on connaît ça, c'est le 19e siècle, la fin du 19e, les gens, la théorie du germe, c'était une bagarre absolument extraordinaire de Pasteur, de Corps, et de faire comprendre que des microbes qu'on voyait par ailleurs et qui rendaient pas malades, parmi ceux-là, et on n'arrivait pas bien à les distinguer, il y en avait qui rendaient malades. D'accord? Ça a été un combat extraordinaire, mais là, si vous parlez de choses qu'on ne voit même pas, et qui vous changent, c'est encore plus compliqué à admettre, c'est extrêmement compliqué à admettre. Mais, la question, c'est, est-ce que nos changements sont transmissibles ou est-ce qu'ils ne sont pas transmissibles? Et donc, je vous ai dit, il y a des exemples, la peste, et puis, si vous regardez, qu'est-ce qui fait qu'une maladie est épidémique? C'est quand il y a beaucoup d'individus de la même espèce, avec une grande densité, au même endroit. Et ça s'appelle une ville. D'accord? Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité, eh bien, vous voyez que jusqu'à présent, toutes les civilisations urbaines ont disparu. Toutes. Donc, c'est peut-être par hasard, ou c'est peut-être parce que c'est les conditions qui font la transmissibilité, c'est la densité d'une population à un endroit donné. Et c'est très frappant parce qu'il n'y a pas de continent qui y est échappé à ça. Il y en a en Amérique du Sud, bien sûr, au Proche-Orient, c'est là qu'il y en a le plus, mais il y en a en Europe, il y en a en Afrique, il y a une ville qui s'appelle Zimbabwe qui a disparu aussi complètement. Et quand ça disparaît entièrement. Il y en a qui disparaissent, on connaît même plus leur langue, on ne sait pas déchiffrer maintenant leur langue. Donc, l'instabilité, comme ça, et ça pour dire que c'est darwinien, ça, c'est chaotique. Là, je vais réagir sur le fait, alors il dit toutes les civilisations urbaines ont disparu à cause d'épidémies. Ça, c'est son propos. Non, parce que comme je le disais, Rome était une civilisation éminemment urbaine et n'a pas disparu. Nous sommes les héritiers directs de la civilisation romaine. La civilisation grecque, on est aussi des héritiers de la civilisation grecque, donc la civilisation grecque n'a pas entièrement disparu non plus. Donc les civilisations urbaines ne sont pas vouées à disparaître. Je vous parle même pas de ce qui se passe en Chine, hein, je veux dire, les civilisations, les multiples civilisations qu'il y a eu en Chine, je suis presque sûr que c'est pas comme ça que ça s'est passé, et donc il utilise l'exemple du Grand Zimbabwe, qui est une grande ville qui a existé donc au Zimbabwe et qui a donné son nom au pays Zimbabwe après son indépendance, après qu'il ait cessé de s'appeler Rhodésie. Et cette ville médiévale de Great Zimbabwe, on n'a aucune idée de pourquoi ça s'est arrêté. Voilà. On n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé à cette ville. Donc c'est un peu prétentieux, je pense, de dire que c'est, encore une fois, c'est un modèle simple, mais qui n'explique pas suffisamment bien. C'est vraiment, il se passe un moment où, quand il y a beaucoup d'humains dans un endroit restreint, eh bien, et peut-être qu'on est là, moi j'en sais rien, je constate. Si vous suggérez, donc on y arrive en tout cas, même vous dites la densité de la population est telle, mondiale, je veux dire, sur la Terre, qu'on est de plus en plus nombreux, et donc de toute façon cette densité va ne faire probablement que se renforcer jusqu'à ce que, on soit tellement nombreux que... Oui, et puis il y a des phénomènes qui se passent qui sont intrigants, donc je sais pas s'ils ont à voir, mais par exemple, c'est frappant, depuis le 21e siècle, si vous voulez, ça vaut ce que ça vaut le QI, mais c'est une des mesures d'intelligence diminue. C'était ça pendant tout le 20e, avec l'alphabétisation, il a augmenté, et puis maintenant il diminue. La taille, ce qui est très... Dans les sociétés, justement, très, comment dire, très développées, entre guillemets.
Ça s'appelle développer, c'est pas non plus si simple, parce que celles qui restent intelligentes, entre guillemets, c'est celles qui sont, c'est l'Extrême-Orient, et c'est celles qui sont en train de disparaître physiquement, parce que c'est elles qui ont le taux de reproduction le plus bas. Et le Japon, ils sont, je sais pas combien, 0,7, 0,8, sinon, il n'y aura plus de japonais. Donc, ça, c'est très frappant. La deuxième chose qui est très frappante, vous voyez, c'est ça va contre tout le jeu. Waouh. Ouais. Donc le QI diminue, mais je vois pas le rapport. Même si c'est vrai que le QI diminue au fur et à mesure du temps, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport avec les bactéries, je vois pas le rapport avec les épidémies, je vois pas le rapport. Je vois juste pas le rapport. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans un discours la décadence du monde occidental, tout ça. Et là, il nous parle de la fécondité au Japon. Alors, il nous parle de la fécondité en Extrême-Orient comme étant un exemple typique de fécondité qui s'effondre. Je rappelle quand même qu'en Chine, il a fallu qu'ils en arrivent à la politique de l'enfant unique pour arrêter leur fécondité. Donc, ça me semble un peu exagéré. En Inde, c'est pareil. C'est la fécondité, c'est pas exactement. C'est pas un problème dans le sens où elle diminue de trop. Donc ouais, non, je crois qu'on a une sélection de mauvais exemples pour illustrer je sais pas quoi. Je déteste les modélisateurs, vous avez bien compris ça, la plupart du temps, c'est juste des gens qui prolongent la courbe de ce qu'il y avait avant. Mais les gens en pensaient, moi je me rappelle, il y a un truc qui s'appelle World in Data, financé encore par notre ami Bill Gates, qui prédisait qu'on vivrait 120 ans. La taille, c'est pareil. Ceux qui surveillent le plus la taille des humains, c'est les Hollandais parce que c'était les plus grands. Il y a depuis le début du 21e siècle, les Hollandais rapetissent. C'est extraordinaire. La petite taille, c'est l'ultime de l'évolution aussi, ça. On m'a envoyé une fleur, vous l'aurez compris. Donc, les Hollandais ont perdu 2 cm et demi depuis le 21e siècle, chez les gosses de 20 ans. C'est frappant. Donc, si vous voulez, l'évolution d'abord, c'est pas linéaire. C'est pas, toutes les espèces ne changent pas et n'évoluent pas. Les bactéries, par exemple, moi j'ai cultivé des bactéries qui avaient 1,3 million d'années. D'accord? Qui étaient en permafrost. Bon, c'est les mêmes que maintenant, hein. Donc, elles n'ont pas changé. Donc, si vous regardez, les bactéries, vous en foutez, c'est toutes petites, manière, on les voit pas. Bon, vous regardez, vous savez ce que c'est que les animaux les plus fréquents à la surface de la Terre? Les bactéries qui ont 1,3 million d'années récupérées dans le permafrost et qui n'ont pas changé, bah ouais, c'est normal, elles étaient dans le permafrost. J'ai pas compris. Je comprends pas. Non. Les termites. Ou alors il s'explique très mal, mais... construisent des villes, hein, qui vont jusqu'à 1,5 million d'habitants. Hein. Vous en parliez dans l'antibiotique, déjà. Et c'est tout à fait extraordinaire. Ils ont maintenant on parle de termites. Des milliers d'années avant. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ils cultivent les champignons, d'accord, et ils mangent, d'accord, parce que cette espèce-là ne digère pas le cellulose, donc dans leur cathédrale, là, ils ont un endroit dans lequel ils défèquent, dans lequel ils mettent le cellulose, ils apportent des spores de champignons, c'est des champignons comestibles, et d'ailleurs les plus gros champignons du monde sont issus de termitières d'Afrique du Sud, et ces champignons leur servent de nourriture, et ils apportent avec des petits arthropodes, des choses qui ressemblent à des insectes, qui sécrètent des antibiotiques pour empêcher de tuer les champignons. Donc ils disent, et ça, les termites, c'est apparu il y a probablement 600 millions d'années. C'est pas hier. Donc vous voyez, et les termites de maintenant, ils ressemblent incroyablement à ceux de 600 millions d'années. Il n'y a pas d'évolution, ça. Pas de... Sûrement, il y a eu des choses. Ce qu'il dit est factuellement faux. Les plus anciens fossiles de termites datent du Crétacé, les plus anciennes traces de termitières datent du Jurassique. Donc, grand maximum 180 millions d'années. Donc dire que c'est la même chose depuis 400 millions d'années ou 600 millions d'années, je sais plus ce qu'il a dit, c'est faux. C'est factuellement faux, on n'a pas de termites qui datent de cette époque-là pour le dire. Alors, il fait peut-être référence à l'horloge moléculaire, qui nous indique que donc l'horloge moléculaire c'est basé sur des arbres phylogénétiques, ces mêmes arbres phylogénétiques qui selon lui sont complètement faux. Donc c'est basé sur les arbres phylogénétiques, le nombre de mutations, le temps qu'il faut on prend le temps qu'il faut pour faire une mutation, on le multiplie par le nombre de mutations, ça nous donne l'âge d'une lignée en particulier. Donc si on fait ça sur les termites, on peut éventuellement peut-être remonter jusqu'à 400 millions d'années, je suis tout à fait d'accord. Mais ça veut juste dire que la lignée des termites est apparue il y a 400 millions d'années. Mais ça se trouve, il est même plus que tout à fait probable que ces premières termites n'étaient pas forcément des animaux sociaux, ou que si c'était des animaux sociaux, ils aient eu des sociétés beaucoup plus simples, du genre de celle des guêpes. Les guêpes sont des animaux sociaux, mais où les sociétés sont toutes petites et relativement simples, et où la reine n'est pas très différenciée des autres guêpes. C'est juste pour dire que les termites sont comme ça depuis 400 millions d'années, on sait que c'est factuellement faux parce que on n'a pas les fossiles pour ça, pour affirmer que ça remonte jusqu'à 400 millions d'années, donc l'affirmation est fausse, on ne peut pas l'affirmer, et ça pue encore une fois le créationnisme à plein pif. Dire blablabla n'a pas changé depuis, alors le virus tout à l'heure n'a pas changé depuis 1 million d'années, alors que il l'a trouvé dans le permafrost, donc normal qu'il ait pas changé. Mais
Donc le virus, il a pas changé depuis 1 million d'années, dire que les termites n'ont pas changé depuis 400 millions d'années. Pareil, là, nouveau red flag, créationnisme, tout ça. Parce que ça s'est diversifié, si vous voulez, mais la cinétique de l'évolution telle qu'on l'a conçue à partir de Darwin est quelque chose qui n'est pas raisonnable non plus. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, tout le monde n'a pas besoin de changer si vous n'avez pas d'écosystème majeur. Alors, professeur Raoult, pour conclure, on a compris votre propos et ce livre Homo Chaoticus, de toute façon j'invite tout le monde à se le procurer pour bien comprendre, parce que tout est évidemment beaucoup plus développé dans le livre aux éditions Michel Lafon. Mais pour conclure, ce que vous dites par exemple sur la base du QI, sur la base de la taille, etc. Est-ce que, je pose une question, je pense que ça va vous déplaire dans le scientifique, mais est-ce que philosophiquement il y a un sens? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Franchement, non. En plus, vous savez, moi, je fais jamais de. J'ai vraiment l'impression qu'elle essaye de lui faire dire, vas-y, dis-le que la société occidentale est en train de péricliter. je sais pas pourquoi, mais ça me, je sens que ça chatouille, je sens que ça a envie de sortir. Est-ce que ça va sortir? Est-ce que il reste 3 minutes? Est-ce que ça va sortir? Je fais jamais de prédiction, je me méfie des interprétations. Ce que je crois que les gens qui prédisent sont des fous. C'est mon opinion, ou des prophètes. Alors, de temps en temps, ils ont raison, c'est les prophètes. Mais la plupart du temps, c'est des fous. Mais l'homme ne peut pas résister, les humains n'arrivent pas à résister à ce qu'on leur prédise l'avenir. Regardez des trucs que vous croyez quand même pas, vraiment. Vous croyez quand même pas qu'en regardant Descartes, on va vous prédire ce qui va vous arriver. Vous le croyez pas. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Oui. Vous croyez pas que quand vous lisez dans un journal, vous allez découvrir l'amour cette semaine. Vous Non, croyez pas mais je crois que le professeur Raoult me dit la base de QI, la base de la taille. Le professeur Raoult n'aime pas du tout les gens qui prédisent des choses, pourtant il se fait lui-même à travers son discours le prédicateur de la fin de notre civilisation occidentale urbaine. C'est bizarre comme propos en fait. Je ne dis pas que la civilisation occidentale urbaine va s'effondrer, par contre je vous annonce quand même que par le passé, toutes les civilisations urbaines qui ressemblent à la nôtre se sont effondrées. Bon, aussi faux que soit l'affirmation en question, ça ressemble quand même vachement à quelqu'un qui essaye de faire des prédictions, hein, et ça ressemble vachement quand même à quelqu'un qui essaye de se faire, de faire peur aux gens, pour essayer d'attirer l'attention, quoi. Je sais pas quoi, ça peut être la fin ou le début de la fin, ou peut-être le commencement de l'annoncement d'une transformation de l'homme, ça m'intéresse, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais ça veut dire que vous me feriez rentrer dans la catégorie de ceux qui prédisent. Ouais. Moi, j'en sais rien du tout. Il est bien possible, par exemple, je sais pas si j'en parle dedans. Si je croyais les prédicteurs, hier d'ailleurs il y avait une table de gens qui étaient tous très intelligents d'ailleurs, hein, et je leur disais, vous savez, on s'est rendu compte qu'au néolithique, les hommes étaient plus grands qu'au 19e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup plus grands, ils avaient notre taille. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous me direz, pour trouver des explications, il y a autant d'imbéciles que pour prédire l'avenir. Donc il y en a qui ont dit c'est parce qu'ils mangeaient du gibier, d'autres qui mangeaient des protéines, d'autres c'est la faute de l'agriculture, ces trucs, c'est parce qu'on a inventé l'agriculture qui sont devenus petits, ou les villes qui sont devenues, alors que nous on a plutôt vu dans le 20e siècle que dans les villes ils devenaient plus grands que dans les campagnes. Mais maintenant on voit l'inverse, vous voyez, les gens aux États-Unis ils sont perturbés par cette histoire de QI, et donc ils se rendent compte que ceux qui sont à la campagne sont moins bêtes que ceux qui sont dans les villes. Vous voyez, alors que pendant tout le 20e siècle on a dit ceux qui sont à la ville sont. Donc, vous voulez que je fasse des prédictions avec ça? Non, j'essaie de comprendre, parce qu'on a envie de comprendre. Mais c'est déjà bien d'observer, vous savez. Alors on observe. Merci beaucoup, professeur Raoult. Homo Chaoticus, révolution de l'évolution en tout cas. Darwin en prend pour son grade, vous l'aurez compris. Merci à vous tous, on était extrêmement nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous le rappelle, que nous commençons une nouvelle année, que nous ne pourrons pas la finir si nous n'avons pas votre aide. Je sais que beaucoup ont participé déjà à cette campagne donc que nous lançons. Merci infiniment à vous pour ceux qui. En conclusion, je comprends pourquoi on me l'a envoyé cette vidéo, hein, c'est parce que la paléontologie, la vache, elle prend cher. Hein. La vache, il aime pas ça la paléontologie. Pourtant, même le passage qui était anti-vaccin, c'était moins grossier que le passage où il parlait de paléontologie. Je veux dire littéralement grossier, quoi. L'utilisation du mot idiot, l'utilisation du mot. Waouh. Donc, mais bon, injustifié. Totalement et complètement injustifié, une animosité envers les paléontologues qui s'explique surtout essentiellement parce qu'il a dû se limiter, je pense, à de la vulgarisation pas forcément la meilleure, notamment tout le passage sur la paléoanthropologie, hein, les propositions paléoanthropologiques sont nombreuses, variées et de qualité très inégale, et c'est pas forcément les plus connus qui gagnent le plus à être lus. Donc j'ose imaginer que s'il s'est contenté des trucs les plus connus et les plus bas de plafond, bah fatalement, évidemment, il a une très mauvaise image de la paléoanthropologie. Mais effectivement, il faut toujours en revenir à la bonne littérature et surtout à la littérature scientifique. Ne pas se contenter de la communication scientifique, de la médiatisation des sujets, parce que si on s'arrête là, eh bien, on reste très superficiel. Et on n'a pas vraiment une image du champ de recherche tel que pratiqué par les chercheurs. Et c'est vraiment ça le fil rouge de cette vidéo, c'est que critiquer Darwin, oui, mais plus personne dans les laboratoires n'utilise Darwin. On utilise une version très 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 améliorée de sa théorie, qui a énormément changé depuis que Darwin l'a énoncé, et la réalité de l'idolâtrerie autour de Darwin n'est réelle
que dans des milieux de médiatisation, et encore une fois des milieux de médiatisation qui sont pas forcément les meilleurs, dans le sens où se jeter sur Darwin, c'est lui qui a tout inventé, c'est lui le meilleur et tout ça, c'est vraiment quelque chose que ne font finalement que les gens qui savent pas trop quoi dire, quoi. Si vous cherchez une démarche de vulgarisation un peu plus élaborée, vous allez très vite vous déplacer de Darwin et de ce qu'il a pu accomplir. Même si ça n'enlève rien à ce que Darwin a accompli, hein, évidemment. Mais Darwin, c'était il y a longtemps. Et le dernier point à propos de cette vidéo, c'est la rhétorique créationniste. La rhétorique créationniste est omniprésente, et c'est très dommage venant d'un biologiste, quoi. C'est très dommage venant d'un biologiste, et je pense que ça doit avoir avec une tentative de séduction d'un certain public. Alors, d'un certain public qui aurait presque plus à gagner à écouter un scientifique, mais comme on leur donne ce qu'ils demandent, comme on donne à ce public ce qu'ils demandent, à savoir de l'anti-science et de l'anti-darwinisme, je pense pas qu'ils vont en apprendre grand-chose je pense pas qu'ils en tireront grand-chose, en fait, à part le professeur Raoult a dit que Darwin avait tort, ou bien le professeur Raoult a dit que les fossiles vivants, ça prouve que l'évolution n'existe pas, quoi. En gros, dans cette interview, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être sortis de leur contexte et qui vont alimenter du créationnisme, je pense. Parce que là, évidemment, c'est dit dans un certain contexte qui fait qu'on arrive quand même à discerner où il va en venir, même si c'est parfois difficile, c'est très décousu, mais je pense qu'il va y avoir des morceaux de cette interview là qu'on va retrouver partout dans les canaux créationnistes, tellement c'est du pain béni pour eux, et c'est vraiment très dommage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.